Comme vous le savez, le 13 novembre a été sans doute, même pas sans doute, sans aucun doute, la plus grave attaque terroriste commise en France depuis la guerre. Euh, mais c'est aussi, depuis, le lavage de cerveau le plus massif dont je me souvienne, en tout cas depuis très longtemps. Il faut presque remonter au temps de la guerre d'Algérie pour avoir un martelage aussi unanime, parce qu'on a une classe politique et médiatique, si j'ose dire, qui se sont mis au garde à vous devant l'exécutif et qui ont repris, à de très rares exceptions près, le discours mainstream, c'est-à-dire à l'extérieur un discours guerrier, présentant la guerre à Daesh comme la seule manière de considérer ce problème, non sans difficulté d'ailleurs, puisque je n'ai pas vu un seul expert militaire approuver cette guerre, notamment de bombardement, tous la jugeant absolument inutile, en tout cas pas suffisante pour vaincre Daesh. Et la plupart des experts, il y en a quelques-uns quand même qui avaient un point de vue différent, estimant que de toute façon il n'y aurait pas de guerre au sol, parce qu'aucune des grandes puissances, et surtout pas la France, n'irait envoyer des troupes là-bas. La même chose, je dirais, avec la même pensée extrêmement binaire, on croirait de pensée ordinateur, plus, moins, pour le discours interne, c'est-à-dire le discours sécuritaire. Et pourtant, là encore, la plupart des experts, évidemment des sociologues, mais aussi des juges comme Trévidic et d'autres, nous disent mais c'est pas avec l'état d'urgence qu'on va régler ni même prendre à bras le corps le problème posé. Donc c'est autour de cette réflexion que nous nous sommes dit que ça valait le coup de faire une soirée consacrée à d'autres solutions, éventuellement pour peser les solutions militaires et sécuritaires, mais pour chercher d'autres solutions. Et nous avons donc invité deux spécialistes éminents, François Burgat et Myriam Benrad, qui tous les deux nous viennent de l'IREMAM, de l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Ils ont écrit pas mal de bouquins. Myriam a écrit en particulier 2 livres récents sur l'Irak, Irak, la revanche de l'histoire, et Irak, de Babylone à l'État islamique. Ils sont là d'ailleurs, hein. Avis aux amateurs. Et François Burgat, on lui doit beaucoup de livres, mais il a en particulier récemment coordonné, dirigé, je crois le terme, un livre qui s'appelle Pas de printemps pour la Syrie. Donc je propose qu'on fasse comme d'habitude, chacun ayant 15 à 20 minutes pour présenter un peu sa vision des choses, et ensuite, si on n'a pas trop dépassé ces longueurs, on aura le temps, plus que le temps, de dialoguer avec vous et de répondre dans la mesure du possible à vos questions. Alors je sais que la Syrie est un sujet extrêmement sensible, bizarrement plus que l'Irak d'ailleurs, comme si... enfin, ici, le problème n'est pas de s'échanger des arguments clos sur eux-mêmes, mais d'essayer d'avancer en tenant compte des questions qui se posent et en essayant d'y répondre. Voilà. Donc je ne sais pas qui de vous veut commencer. L'ordre alphabétique. Oh, de peu, hein. Voilà, donc Myriam Benrad. Bonsoir. Alors merci tout d'abord pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici. On a discuté en amont avec François Burgat, on s'est échangé quelques mails pour savoir comment on allait se répartir la crise actuelle. Et donc ce que je vous propose de faire, puisque c'est tout de même le sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, c'est de parler de l'Irak ce soir. Ce qui fait d'ailleurs sens, hein, parce que, comme vous le disiez, on s'attache beaucoup à la Syrie pour des raisons historiques, de familiarité, et puis parce que la Syrie,
en un temps record a sombré dans la dévastation, mais je vais revenir tout de même sur la racine irakienne de ce dont on parle aujourd'hui, l'État islamique, et essayer, donc je parlerai de la situation en Irak, de la manière dont ce groupe s'est développé et qu'est-ce que Daesh, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase de surmédiatisation, d'appropriation de l'objet par un certain nombre, et je vais me risquer à dire de grand n'importe quoi souvent, de la part de commentateurs qui n'ont pas connu l'Irak, qui n'ont pas d'accès direct aux sources. Donc l'idée, c'est de réintroduire un peu de sérieux, de savoir de quoi on parle, de qui on parle. Donc ce sera le terrain irakien. J'élargirai légèrement vers la perspective aujourd'hui plus globale, mais toujours en miroir avec l'Irak, parce que je pense que c'est tout de même un pays qui est au cœur de ce qui se passe, et qui l'est en fait depuis 90. Depuis 1990, parce que l'État islamique, à mon sens, pousse aussi à s'interroger sur cet après 90, cette unipolarité, puis surtout le traitement qui a été fait de l'Irak dans ce qui, moi, me semble avoir été 25 ans de dystopie, en quelque sorte. Et l'Irak a été l'oublié, en fait, le paria, non seulement l'État paria de ce nouvel ordre mondial que George Bush père annonçait dès septembre 1990, et qui finalement revient hanter notre monde, avec cette guerre d'Irak par ailleurs en 2003 qui a été désastreuse. Je partage votre point de vue. Je pense qu'on est dans une surenchère aujourd'hui militariste qui est extrêmement dangereuse, et surtout qui se joue aux dépens des populations, à commencer par les Irakiens et les Syriens eux-mêmes, qui sont les grands absents de cette équation finalement, en partie du reste. Donc voilà pour les grandes lignes de ma présentation ce soir. Alors, donc l'État islamique est né formellement, s'est autoproclamé formellement l'État islamique d'Irak à l'époque, le 15 octobre 2006. C'est un mouvement complexe, un objet, je dirais, complexe, qui est à la fois éminemment politique. Et là, je le dis pourquoi, parce qu'on a beaucoup entendu après le 13 novembre que finalement c'était... on revient à l'essentialisme, à cette approche de l'islam comme étant intrinsèquement opposé à ce que nous sommes, le clivage Orient-Occident. On parle beaucoup de choc des civilisations, mais enfin, on est un peu comme vous le disiez, dans cette espèce de dictature de la pensée. L'État islamique est avant tout une réaction politique à un ordre établi dans l'après 2003, donc après l'invasion américaine de l'Irak, contre les sunnites, au sens large. Alors, si ça vous intéresse, j'ai un chapitre de mon objet sur la construction de l'ennemi, la manière dont les choses se sont faites en amont de la guerre, et la manière dont on a diabolisé la frange sunnite de la population irakienne. Alors, c'était toute la thèse à l'époque de la connexion Saddam-Ben Laden. Donc, l'islam sunnite est devenu en quelque sorte le démon qu'il fallait absolument purger, parce qu'il symbolisait à la fois l'autoritarisme arabe, enfin aux yeux d'une certaine frange des décideurs américains. Pour les détails, encore une fois, je vous renvoie à mon ouvrage. Et d'autre part, l'international djihadiste. Donc c'était toute la thèse qui avait été publiée dans The Weekly Standard, qui est une revue néoconservatrice américaine, qui s'appuyait sur des faits contestables et qui ont été d'ailleurs contestés. Mais du reste, ça a profondément influencé la pensée stratégique américaine, sans compter que la majeure partie de l'opposition irakienne était chiite et kurde, coupée du pays depuis très longtemps, et a largement, en tout cas pour certaines franges, alimenter cette lecture très communautariste de l'Irak qui ne correspondait en fait quasiment pas à ce que l'Irak était devenu en 2003. Donc ça, c'est important pour comprendre pourquoi en 2003, donc dès les premières semaines qui suivent l'invasion américaine et la chute du régime, on va avoir d'une part des opérations militaires dans les régions, dans les provinces majoritairement sunnites, extrêmement brutales. Ça, c'est tous les incidents qui se sont produits. Je vous renvoie aux images particulièrement choquantes à l'époque de l'armée américaine qui cagoulait les hommes, qui rentrait dans les maisons, qui arrêtait les femmes. C'était particulièrement choquant. Alors même, et je précise, que ces provinces, notamment la province d'Al-Anbar, qui est la grande province de l'Ouest irakien, avait tenté une forme de gouvernance improvisée dans l'immédiate après Saddam pour justement éviter le bain de sang. Donc il y a eu quand même un moment d'attentisme où notables, religieux, population locale du côté sunnite
étaient dans l'expectative, voulaient voir ce que cette libération promise par les Américains allait donner, se sont organisés de manière encore une fois improvisée pour éviter l'anarchie, le chaos, n'avaient pas directement appelé à la lutte armée contre les Américains, mais c'est cette répétition, cette multiplication des bavures de l'armée américaine, et encore une fois, dont certaines très graves, ces détentions arbitraires, on parle beaucoup aujourd'hui des prisons et du rôle que ça a joué dans la formation de l'État islamique, ces détentions arbitraires, elles ont commencé dès 2003, un certain nombre d'hommes, et pas seulement en réalité les bassistes qu'on prétendait pourchasser, se sont retrouvés arrêtés arbitrairement sans raison et envoyés sur les bases américaines qui faisaient office de système carcéral donc à l'époque. Autre problème, cette fameuse, donc j'ai parlé des bassistes, débassification, qui donc est la mesure qui va être prise par décret par l'autorité provisoire de la coalition sous la tutelle à l'époque de l'administrateur civil Paul Bremer, et qui va... alors il y a eu des débats à l'époque entre le département d'État et le Pentagone sur l'ampleur que cette mesure devait prendre. Il faut quand même savoir que le département d'État, où on a une tradition d'arabisant, où on a une tradition où des connaisseurs de la région avaient dit attention, une mesure large va créer les conditions du chaos. Donc eux préconisaient ce qu'ils avaient appelé à l'époque dans le jargon américain la déssadamisation, donc en identifiant les cercles qu'il fallait finalement neutraliser. Et malheureusement, on a encore une fois cette tendance dure du côté plutôt Pentagone qui va, elle, préconiser une mesure large. Alors ça se traduit très, très simplement par quoi? Non seulement par l'élimination du régime, enfin dans la forme, parce qu'en fait ces gens reviendront. On parle aujourd'hui beaucoup du rôle des bassistes dans l'État islamique, mais ce qu'on appelle le parti basse, qui lui-même avait énormément évolué, je vais revenir sur cet aspect, s'est reconstitué dans la clandestinité. Et là, de ce point de vue, je vous renvoie quand même à l'histoire qui a été celle du Parti basse. Le Parti basse est né de l'action militante clandestine. Donc tout cela était prévisible. Mais au-delà des premiers cercles du régime, du parti, des forces paramilitaires, il faut quand même dire que cette mesure, elle va en fait entraîner un effondrement de ce qui restait d'État irakien. Et pourquoi je dis ce qui restait d'État irakien? Parce qu'il n'en restait pas grand-chose en réalité depuis la guerre contre l'Iran, et surtout au bout d'une décennie de sanctions, d'embargo, qui avaient littéralement ravagé l'Irak, qui avaient réduit très clairement le contrôle qu'exerçait le régime sur le territoire et sur sa population. Ce dernier s'est maintenu par un certain nombre d'arrangements, notamment par exemple avec les tribus. Ce sont les tribus qui, pendant toutes les années 90, dans les localités sunnites, mais pas seulement, vont par arrangement avec le régime, même si ces dernières détestent Saddam bien souvent, l'arrangement va être de maintenir l'ordre, la sécurité, en contrepartie de quoi? De la contrebande pétrolière. Donc je ne vais pas faire le détail de l'histoire de l'embargo, mais l'embargo, on n'en parle pas beaucoup. Je renvoie d'ailleurs à la brillante thèse qui a été soutenue par ma collègue Loulou Al-Rachid, qui est la seule en fait à avoir travaillé sur cette période, qui montre le dépérissement de l'ordre politique dans ce pays. Et il y a aussi les travaux de Peter Harling qui sont très bons, mais tout cela était méconnu, notamment des Américains qui ont complètement, si vous voulez, ignoré cet état de dévastation, de destruction de la société, les permutations du régime lui-même, ce qui était devenu ce régime bassiste, et qui ont procédé par catégories très idéologiques, très dogmatiques, aveugles, qui ne voulaient rien entendre. Autre mesure catastrophique, c'est évidemment le démantèlement de l'armée, qui d'ailleurs, alors c'est intéressant parce que c'est Paul Bremer, par souci d'auto-affirmation, qui va, malgré certaines instructions qui seront données depuis Washington, décider de manière unilatérale le 16 mai 2003 de procéder au démantèlement de l'armée par un décret qui passe relativement inaperçu en fait à l'époque, qui fait partie de la série de décrets de la coalition, mais qui va jeter à la rue toute une infrastructure militaire, notamment sunnite, les officiers, évidemment les hauts gradés du régime, qui évidemment prennent les armes. Alors ce que j'aimerais dire de ce point de vue, c'est que l'insurrection, le soulèvement, enfin l'insurrection c'est le terme américain, mais en fait c'est une résistance armée. Il faut quand même bien le dire, à l'origine de l'État islamique, on a une résistance armée qui a des catégories qui se pensent comme une résistance anti-impériale, anti-coloniale, de défense
face à une occupation étrangère. Donc ça, il faut le dire, c'est pas des terroristes, enfin, on va les qualifier de terroristes, mais eux se disent résistants. Et évidemment, on a un spectre d'appartenance idéologique. Donc on a une tendance islamo-nationaliste. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va souvent, à l'époque, dans la littérature militaire américaine ou dans les analyses qui sont faites, on a tendance à dissocier la tendance nationaliste de la tendance islamiste. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est des musulmans, tout simplement, qui par attache à leur pays, à leur patrie, et parce qu'ils ont l'impression, enfin la conviction que c'est une agression, non seulement contre l'Irak, mais contre les musulmans, qui prennent les armes. On a une tendance plus dure, donc qui va devenir une tendance en fait sécessionniste, qui est la tendance évidemment d'Al-Qaïda, qui va être parrainée par, à l'époque par l'émir déclaré de la branche irakienne d'Al-Qaïda, qui est Abu Musab al-Zarqawi, qui va confessionnaliser le discours, qui va s'imposer. Pourquoi? Parce que en réalité, dès l'époque des 2 sièges militaires américains dans la ville de Falloujah, il a à l'époque une brigade, il fréquente un certain nombre d'Irakiens qui sont eux-mêmes soit d'anciens du djihad, soit des gens qui se sont radicalisés dans les années 90. Et ces gens se sont imposés sur le terrain militaire pour des raisons très, très prosaïques. C'était les meilleurs au combat, les plus déterminés, ils avaient des ressources, ils étaient prêts vraiment à tous les sacrifices contre l'armée américaine. Et ils ont développé cette culture du combat, cette culture de la résistance. Donc ça a attiré dans les rangs énormément de gens, d'autant que du côté sunnite, on avait vraiment dès cette époque, en fait 2004-2005, le sentiment que finalement c'était que l'Irak était assiégé, littéralement assiégé, par un gouvernement qu'il qualifiait de collaborateur, par un gouvernement par ailleurs, donc en tout cas à Bagdad, majoritairement chiite, à la solde de l'Iran, contre les intérêts de l'Irak. Et ça a alimenté à la fois le discours de la mouvance, comme je l'ai dit, nationaliste irakienne, et le discours des plus durs, donc des salafistes, dans le sens d'une revanche sunnite. C'est le sens de mon ouvrage. Dès cette époque, on a vraiment ce revanchisme, cette idée de reconquête du pouvoir qui se met en place au sein de ces différents mouvements. Alors, la question du soulèvement armé en Irak, elle est intéressante parce que on a beaucoup des débats déjà à l'époque en Irak qui vont se poser par la suite en Syrie. Et je suis particulièrement critique pour ma part des classifications qu'on fait entre groupes parce que les choses sont extrêmement fluides sur le terrain. Et on a des thèmes unificateurs entre ces groupes, il faut quand même le savoir. Quand je parle de fluidité, c'est une question de ressources, d'accès aux armes, et encore une fois de zèle militaire qui fait que un groupe aujourd'hui comme l'État islamique va attirer dans ses rangs. Pourquoi? Parce que ce sont les gagnants face à ce qu'on va considérer comme d'autres groupes plus faibles qui ne parviennent pas à s'imposer. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes quand on parle du terrain. Voilà comment les choses se passent. Alors, je reviens à l'Irak. Au niveau donc de l'État islamique, on a donc en 2004 cette montée en puissance de la frange salafiste. Alors cette frange, elle inclut des combattants étrangers, mais aussi une frange irakienne. Et c'est là que l'Irak revient au centre du jeu parce que ces Irakiens aujourd'hui qui tiennent le groupe, al-Baghdadi et d'autres, sont des enfants du pays, mais surtout des gens qui se sont radicalisés très tôt dans les années 90 en réaction au régime de Saddam, il faut le savoir. D'ailleurs, qui est considéré comme étant responsable des maux de l'Irak, enfin du déclin de l'Irak, et on a tout un discours sur le nationalisme arabe, le nationalisme irakien qui aurait précipité le déclin de l'Irak et plus largement le déclin du monde musulman. Donc c'est un discours qui est déjà en place dans les années 90, surtout dans un contexte d'embargo qui fait que ces milieux qui sont alors en opposition au régime, en même temps le régime va jouer un jeu très subtil de tolérance à l'égard de ces milieux parce que Saddam Hussein lui-même se relégitime par le biais de l'islam, donc celui qu'on pointe du doigt après la débâcle au Koweït va se relégitimer à travers 2 répertoires, l'islam et l'attache tribale. Donc c'est à l'époque qu'il se présente comme l'héritier non seulement du prophète, mais aussi on a tout un discours sur c'est le cher suprême, le cher des chers. Et tout cela va jouer parce que les Irakiens sont dans une optique de réaction identitaire à travers laquelle l'islam et les attaches tribales, les allégeances locales vont avoir une place très importante.
Donc on a tout de même, comme je le dis, une infrastructure qui est déjà en place du côté irakien. Et d'ailleurs, je pense qu'on a surestimé le rôle de Zarqawi parce qu'à l'époque, quand je faisais ma thèse et que j'interrogeais les Irakiens sur le rôle de Zarqawi, les Irakiens me disaient c'est un moudjahid qui va à la mosquée comme d'autres, qui a été accueilli, mais l'avant-garde était déjà tout de même assez largement irakienne. Et Zarqawi l'a compris, puisque dès cette époque, donc entre les années, je dirais 2004-2005, va germer cette idée d'État islamique, donc de sécession sunnite, en réaction, comme je l'ai dit, à la politique du gouvernement central, en réaction évidemment à l'occupation américaine, et Zarqawi lui-même va mettre en avant ces Irakiens, parce qu'il est conscient que la fondation d'un projet politique donc d'État islamique doit passer par une avant-garde irakienne, qu'elle seule pourra légitimer, crédibiliser le projet auprès des populations. Et c'est d'ailleurs un travail de terrain qu'ils vont faire dès cette époque, en convainquant les notables, les tribus, qu'il n'y aura pas de solution avec le gouvernement irakien, qu'il n'y aura pas de solution avec les Américains, et que le seul mode de reconquête du pouvoir... Alors après, il y a tout le discours sur le rétablissement de l'honneur bafoué, l'humiliation, et là c'est directement en lien avec... Comme je l'ai dit, les détentions arbitraires, les dérives de l'armée américaine dans le système carcéral sur les bases militaires, évidemment le scandale de la prison d'Abu Ghraib où on a mis des gens en laisse. Je vous invite à revoir ces images qui continuent d'alimenter la rhétorique du groupe. Et donc de l'humiliation irakienne, on passe évidemment à l'humiliation plus largement des musulmans. Bon, mais je laisserai François Burga parler des aspects donc plus propre au contexte global et français, mais il y a un discours universaliste qui, partant d'une question très irakienne, va se former. D'autant que l'Irak, comme je l'ai dit, depuis les années 90, c'était assez logique finalement, parce que l'Irak était devenu l'État paria, l'État au banc de cet ordre mondial prétendument valeureux et porteur de la fin de l'histoire, hein, c'est toute la rhétorique de la fin de la guerre froide. Donc, l'État paria, qui ensuite est l'État envahi, détruit. Donc voilà les circonstances, si vous voulez, profondes, desquelles a émergé l'État islamique. Donc en 2006, le groupe s'autoproclame. Quelques mois après la mort de Zarqawi dans un raid irako-américain à Baakouba, dans la province de Diyala. Et on a cette avant-garde irakienne. Alors al-Baghdadi est particulièrement érudit. Donc je me souviens d'avoir consulté des forums à l'époque islamistes, djihadistes. Dès la publication de ce communiqué le 15 octobre 2006, ça a été un effet viral sur la toile. Parce que alors, d'une part, le communiqué était rédigé dans un arabe parfait. On sentait véritablement l'érudition d'al-Baghdadi, enfin de cette avant-garde irakienne, et ça a eu, je me souviens, enfin ça a créé vraiment dès l'époque l'enthousiasme. Bon, je poursuis, je vais pas être trop longue, 5-10 minutes, ça va ? 5 minutes. J'essaie d'élargir. Alors il y aura un temps d'affaiblissement du groupe lorsque George Bush décide la politique du surge, hein, le fameux surge entre les années 2007-2008, avec à l'époque une collaboration d'un certain nombre de tribus sunnites dans les provinces donc déjà sous le contrôle partiel de l'État islamique. Pourquoi ? Parce que l'État islamique s'est emparé de la contrebande du pétrole que les tribus avaient à leur disposition depuis les années 90, comme je l'ai précisé. Donc il y aura un combat en fait sur l'accès aux ressources qui va entraîner une coopération militaire entre un certain nombre de chers et l'État islamique. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, on a des salves de communiqués qui donc attaquent ces tribus traîtres. Ils s'en prendront aussi aux frères musulmans, qui sont eux aussi qualifiés de traîtres. Il y a toute une rhétorique abondante sur le parti islamique irakien, qui est l'émanation de la mouvance des frères musulmans en Irak, qui prend à l'époque part au gouvernement, donc qui est un parti traître. Donc ils vont liquider en fait leurs adversaires dans le camp sunnite, les tribus, les frères musulmans notamment, puis toute forme d'opposition. Dès les années 2008-2009, en réalité, le groupe se reconstitue. Alors c'est absolument pas visible, perceptible dans le discours stratégique américain, puisqu'en 2008 est signé l'accord de sécurité irako-américain. Obama est élu, fait campagne sur le retrait des États-Unis et surtout sur l'oubli
de cette tragédie irakienne. On le sent vraiment du côté américain à l'époque, on veut passer à autre chose et oublier que ça a existé. Ça, c'est intéressant aussi, parce que finalement, c'est aussi un peu l'Amérique, hantée par cet Irak qu'elle a voulu oublier de manière rapide. Donc les phases du retrait se déroulent entre 2008 et 2011. Première phase de retrait des villes où l'armée américaine était très présente en 2009. Dès cette époque, ça c'est intéressant, dès l'été 2009, donc phase du retrait des Américains, on a des attaques spectaculaires revendiquées par l'État islamique d'Irak qui sont complètement en fait passées sous silence. Ça c'était vraiment vraiment frappant, passées sous silence. 2010-2011, un processus politique, enfin j'ai pas eu le temps de revenir sur ça, mais qui est complètement en fait moribond. Les sunnites vont essayer de jouer la carte alaoui en 2010, la carte d'un retour à une forme de nationalisme qui va être un échec. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Nouri al-Maliki, qui a été donc l'ancien Premier ministre irakien qui a été investi en 2006, va en réalité faire une forme de coup d'État, et s'emparer de tous les pouvoirs, être à la fois Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, resadamiser les cercles du pouvoir en plaçant son cousin à la tête des services de renseignement, à tel point d'ailleurs que dès l'époque on fait une comparaison entre le parti Baas et le parti Dahawa en disant que le parti Dahawa finalement c'est le nouveau parti Baas. Donc on sent d'ailleurs, c'est très intéressant ça, parce qu'on sent toute la socialisation par l'ancien système de cette opposition irakienne qu'on avait prétendument qualifié, enfin qu'on avait prétendu être informer la future démocratie du pays. Et en 2011, quelques mois avant le retrait des Américains du pays, le porte-parole du Parlement, Oussama Noujaifi, qui est un des ténors de la coalition sunnite à Bagdad, va dire au Parlement en juillet que les sunnites, désormais, après avoir défendu le nationalisme, souhaitent la sécession. Ça, c'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que l'État islamique n'est qu'un symptôme d'un phénomène sécessionniste sunnite plus large, y compris dans le camp de ceux qui, encore une fois, se disaient, à l'époque, qui défendaient l'option nationaliste. Après le retrait des Américains, Maliki va accroître la répression. On a je vais finir là-dessus, une séquence de latence entre 2012 et 2013, un mouvement de protestation qui s'organise dans les grandes provinces sunnites, notamment à Anbar, autour, alors qui est un mouvement initialement pacifique, qui demande des réformes, qui demande la relance du dialogue avec le gouvernement, qui va d'ailleurs être repris par un certain nombre de partis politiques. Et malheureusement, Maliki va répondre par la répression. Ce qui va entraîner la remilitarisation de cette protestation, le retour à l'insurrection, et l'État islamique est là, au coin, en train d'attendre son heure. Et dès décembre 2013, un certain nombre d'arrangements, comme j'ai dit, ont été passés avec les tribus locales, avec des réseaux de sympathisants, pour laisser en fait le groupe prendre le contrôle. Donc le premier assaut, ce sera sur Falloujah, qui est la ville de l'État islamique. Là, je fais référence aux 2 sièges militaires américains de 2004 et au fait que l'État islamique est né à Falloujah. Donc, c'est pas des décérébrés. Le fait de prendre Falloujah en janvier, c'est vraiment l'idée 10 ans après, nous sommes de retour pour régler les comptes. Suivra Mossoul et suivra la décapitation de ces 2 otages américains dans l'habit de Guantanamo, enfin l'habit carcéral américain plus largement, avec encore une fois cette idée de revanche et de rejouer l'histoire. Et il savait pertinemment qu'il y aurait une réaction de la part de l'administration américaine. Donc ça, c'est important, vraiment, le concept de revanche, d'humiliation. On ne peut pas, si vous voulez, analyser ce phénomène sans prendre en compte non seulement la réaction identitaire qu'il y a derrière, la marginalité politique aussi, et le concept de revanche, de reconquête qu'il y a derrière cela. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le 13 novembre, alors évidemment dans l'après, comme vous le disiez, ça a été très tendu en France. On ne pouvait pas dire, par exemple, que les assaillants du Bataclan avaient parlé des bombardements sur l'Irak, sur la Syrie. Et ce qui est quand même frappant, si on se place en dehors de l'émotion brute, c'est que, comme je l'ai dit, si vous regardez, ne serait-ce que sur Internet, les profils de ces gens, la propagande, c'est évidemment ces vidéos, qui sont très politiques.
mais aussi, comme je l'ai dit, les tortures de l'armée américaine, des Britanniques, qui sont encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, mises en avant. Il y a aussi évidemment les tortures des milices chiites, dont on ne parle pas en France, mais qui sont un des credos de l'État islamique. Donc il y a un discours politique, les bombardements, les images des pertes civiles, et là c'est très important, parce que comme vous le disiez, oui, non, les bombardements ne sont pas, entre guillemets, efficaces, font surtout beaucoup de pertes dans les populations civiles, sont reprises par l'État islamique comme justification de la réaction, d'une réaction. Donc je pense qu'il faut prendre en compte, enfin pour ma part, prendre en compte ces éléments, les mettre d'ailleurs même en avant, tout comme d'ailleurs la vidéo de la fin de l'ordre de Sykes-Picot, c'est aussi la revanche contre ce qui est perçu comme étant toujours un ordre colonial. Moi, de ce point de vue, je le dis, la guerre d'Irak a été perçue par eux comme une nouvelle guerre coloniale, une invasion étrangère. Ils parlaient, en tout cas pour les premières années, je me souviens qu'on mettait souvent en avant la grande révolution irakienne de 1920, la résistance nationaliste, de la même manière que du côté de l'État islamique, c'est une résistance islamique contre ce qui est une invasion, ce qui a été une invasion coloniale, impériale, et une agression contre le monde musulman, contre laquelle il retourne une agression et ce qui s'est produit. Alors, c'est dur à entendre, c'est vrai, mais je pense qu'il faut le mettre en avant, parce que quand je lis dans la presse que c'est une réaction contre ce que nous sommes en soi... Boire du vin à la terrasse. Oui, voilà, enfin, c'est vraiment, si vous voulez, si ça convainc certains, tant mieux. Moi, ça ne me convainc pas, en tout cas. Et on a tout de même, encore une fois, un contexte au Moyen-Orient qui explique. Alors, on parlera des solutions, j'imagine. Enfin, j'aime pas non plus le terme de solution, parce que c'est évidemment, c'est pareil. Enfin, ces experts à la télé qui vous disent à longueur de journée, j'ai la solution. Les choses sont plus complexes. Donc, on en parlera dans le débat, j'imagine. Oui. Une toute petite question, parce que là, on n'y reviendra pas tout à l'heure. Comment est-ce que les Américains ont pu ne pas voir venir la catastrophe de la chiitisation sectaire du gouvernement? Pendant un temps, on disait qu'ils ne pouvaient pas. Les rapports de force politique ne permettaient pas. Or, dans le film tout à fait remarquable qu'on a vu il y a 3 dimanches, un film anglo-saxon, pas l'émission extrêmement médiocre du gendre idéal, là. Comment s'appelle-t-il? J'oublie toujours son nom. Dellahouse, voilà. Moi, j'appelle le gendre idéal, parce que je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Donc, dans le documentaire qui suivait l'émission, on voyait que le jour où les Américains ont décidé qu'il fallait virer Maliki, ça s'est fait en une semaine. Enfin, je veux dire, la possibilité politique de changer de cap existait, quoi. Alors, la catastrophe de la chiitisation, je ne poserai pas la question dans ces termes. Le fait est qu'on n'a pas une communauté sunnite, une communauté chiite. On a des tendances diverses. Le problème est que, au niveau irakien, je dirais que tous ceux qui étaient prêts à coopérer sur d'autres bases que des bases communautaires, qui avaient un projet politique, etc., ont été mis de côté. Du côté sunnite comme du côté chiite. La communautarisation de l'Irak, c'est avant tout la politique américaine, je le dis. Ce conseil de gouvernement qui a été créé dès 2003, sur la base de quotas. Il y a eu des réactions, non seulement de l'élite politique locale, enfin des partis qui n'étaient pas des partis dans l'opposition, qui étaient des partis qui se sont constitués parce qu'il y a eu aussi des rivalités entre ces anciens opposants qui n'étaient pas légitimes. On les appelait les opposants des grands hôtels à l'époque. D'ailleurs, c'est très proche de la question syrienne. Qu'est-ce que l'opposition aujourd'hui en Syrie? Mais les partis, je me souviens très bien, les partis irakiens locaux qui se sont formés dans l'après 2003 rejetaient cela comme une politique divisionniste, impérialiste, qui consistait à dominer l'Irak. Et on a encore ces débats aujourd'hui. Donc je crois quand même qu'il faut remettre les responsabilités là où elles doivent être replacées. Concernant la politique communautaire d'exclusion systématique des sunnites, ça s'est fait également avec l'approbation américaine. Parce que quand Maliki entame son tournant autoritaire, et d'ailleurs un tournant autoritaire qui
qui ne s'est pas déployé seulement contre les sunnites, mais aussi contre ses adversaires chiites. Hein, il faut quand même le dire, il y aura un soulèvement à Bassora, par exemple, en 2008, contre le gouvernement. Parce que tout cela est très compliqué. On simplifie aussi beaucoup dans l'approche qu'on donne, mais l'Irak est un pays complexe. Les Américains laissent faire. Et d'ailleurs, le nouvel envoyé spécial actuel de la coalition, Brett McGurk, qui a été celui qui a négocié l'accord de sécurité avec le gouvernement irakien, savait pertinemment ce qui se passait, mais continuait à vendre à Washington un Maliki qui serait finalement qui prendrait les rênes après le retrait. L'administration américaine a fermé les yeux sur le nettoyage ethnique aussi qui s'est produit parce qu'on a une vision idyllique du Surge, mais le Surge, c'est un nettoyage ethnique à Bagdad. On a laissé faire les milices. Il y a eu un nettoyage ethnique, donc il faut quand même le dire, c'est pas propre. Hein, la guerre n'est pas propre, donc voilà l'envers du décor. Comme je l'ai dit, du point de vue sunnite de l'État islamique, les responsabilités aussi sont lourdes. On parle beaucoup du camp Bouka aujourd'hui, on peut parler d'autres prisons. Tout cela a généré ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et il n'y a pas, et je dis, non seulement il n'y a jamais eu de politique pour l'Irak, parce qu'on a vendu au monde les mensonges, hein, des armes de destruction massive, de la connexion Saddam-Ben Laden, mais on a aussi vendu le mensonge de la démocratisation. La première chose que l'armée américaine a faite après son arrivée en Irak, c'est de s'installer dans les palaces du tyran. Ce qui a été très mal vu, évidemment, ce qui a aliéné la population. Autre chose, les pillages, par exemple, du patrimoine irakien, au cours desquels l'armée américaine est restée passive. Alors, si vous voulez, les racines du malentendu, elles sont profondes. Alors, je veux bien qu'on soit dans l'urgence et qu'on cherche à définir des politiques, une stratégie, mais je crois que pour être très réaliste, il faut prendre en compte la profondeur du problème et le fait qu'on fait de n'importe quoi, en fait, et qu'on continue à faire n'importe quoi. Enfin, je suis désolée, je suis un peu radicale, mais... François Burga. Merci beaucoup. Merci Dominique, merci à Jean-Paul Chaniello et merci bien sûr à Myriam. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous vont être déçus. Il n'y aura pas à proprement parler de controverse, peut-être pas non plus, encore moins de pugilat. Mais je suis au contraire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nuances, mais je suis au contraire extrêmement satisfait, comblé de parler après Myriam, mais après l'Irak. Je vais dire un truc sympa sur les Américains. Ce sera le seul. Après, je vous assure, j'ai changé de registre. Mais lorsque je suis dans une humeur d'autoflagellation et d'introspection critique, je me dis qu'est-ce que tu as raté dans ta lecture de la crise syrienne. J'arrive très vite à la conclusion que ce qui m'a le plus manqué, c'est d'avoir perçu la rapidité avec laquelle se dégradait la situation irakienne et à quel point elle allait déborder avec les effets majeurs que l'on sait sur la crise syrienne. Moi, j'avais le nez dans ma crise syrienne. Alors quand je donne la parole à la défense, parce qu'il en faut bien, je réponds oui, mais j'avais un copain irakien extrêmement sympa qui était pote avec Maliki et qui me disait tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous n'êtes pas obligé de le nommer ceux qui le connaissent. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas senti la rapidité avec laquelle, ce que tu n'as pas laissé appeler politique de chiitisation, mais disons l'échec de la capacité de représentation des institutions reconstruites par les Américains ou sous influence directe des Américains et avec, il faut le dire quand même, le soutien de l'Iran pas loin, qui a laissé ce processus aussi se faire. Moi, je ne l'avais pas plus vu venir que les Américains. Et j'ai entendu récemment, j'ai eu le privilège de côtoyer le général Petrus et je l'ai entendu avec une extraordinaire naïveté nous redire qu'il allait recommencer la même chose, c'est-à-dire qu'ils allaient armer les tribus. Enfin, c'est pas lui qui allait le faire, mais il avait donné la solution, c'était très simple. Et on reviendra peut-être. L'autre raison pour laquelle je suis content de parler, Myriam, après ce que tu as dit, alors ça, c'est ce qu'on appelle the introductory joke. Parmi les plaisanteries douteuses que je m'amuse régulièrement à faire, mais qui ont une portée explicative, j'en ai fait une l'autre jour pour les familiers de ma page Facebook. J'ai dit, quitte à martyriser mon nom, parce que certains de ceux qui ne m'aiment pas passionnément disent, faut pas l'appeler Burga, faut l'appeler Burka. Et alors... Je dis, écoutez, quitte à jouer sur mon patronyme, je préférerais que vous l'associez, parce que ça serait plus près de ma philosophie de lecture de mon objet d'analyse, je préférerais que vous l'associez à Buka.
ce mot que l'on n'entend pas assez, ce mot qui n'est pas familier sans doute de l'ensemble d'entre vous, mais Myriam l'a prononcé. Et Bucca, qui a une portée symbolique explicative, à mon sens, beaucoup plus élevée. Bucca, c'est le camp de détention des Américains par lesquels sont passés tous les gens de Daesh. Ça a été le point final du long tunnel d'humiliation et de violence. La petite, c'est pas une nuance, mais tu as cité la thèse de Louloua Rachid. N'oublions pas que l'interaction décisive des Américains avec la société irakienne ne date pas de 2003, hein, elle date de 1990. Il faut bien vous souvenir qu'il y a, je ne sais pas combien, 110 000 sorties aériennes, hein, ça commence par les bombes déjà, et puis après, il y a cet embargo dont Madeleine Albright, il est contestable ce chiffre, je m'en fous, mais dont Madeleine Albright n'a pas protesté quand on lui a dit, mais vous savez, l'embargo, il a fait 500 000 morts parmi les enfants, elle a dit, je le referai, d'accord ? Donc, il faut bien faire démarrer cette interaction décisive de l'ingérence américaine. C'est pour ça que je dis Bucca plutôt que Burqa, c'est-à-dire la dégénérescence de la surreligiosité littéraliste, etc. etc. Il y a la poule, il y a l'œuf, et il faut de temps en temps prendre la décision de dire qu'il y a eu un début, et ce début, il est quand même bien lié à l'irruption massive, dans un régime, bien sûr, qui est dans un régime, mais bon, après, on va remonter, hein, d'où sont venus ces régimes autoritaires. Bon, quelque part, on doit quand même, sans se verser de la cendre sur la tête sans arrêt, corréler ça. Bon, on va y venir sur un terrain un petit peu plus méthodologique. Si j'essaye d'énoncer le problème auquel on s'adresse ce soir, je dirais que nous sommes en train d'essayer de comprendre l'origine d'une expression politique extrêmement radicale de notre environnement musulman, où qu'il se trouve, soit loin, soit ici. D'accord ? On a eu des bombes. Et bien moi, quand j'aborde cette problématique, j'ai le sentiment de radoter. Parce qu'en 1995, déjà, j'avais posé les jalons méthodologiques auxquels je me suis toujours tenu et que je peux répéter ad nauseam. J'ai dit, lorsque nous recevons une bombe, nous devons, bien sûr, c'est légitime, arrêter le poseur de bombe. Je ne nie pas la légitimité de la réponse sécuritaire, mais je dis, ce qui est beaucoup plus important, beaucoup plus ambitieux, c'est de déconstruire la machine à fabriquer des poseurs de bombes. Ça, vous pouvez le googler, vous le retrouverez, c'est un rebond de Libération en 1995, à propos des bombes du métro Saint-Michel, dont nous savons, petite parenthèse, mais elle n'est pas au centre de mon propos, que ce n'étaient pas des bombes de terroristes islamistes, c'était des bombes du terrorisme d'État algérien, de l'État algérien. Il n'y a pas l'ombre d'un millimètre de doute dans cette affaire que j'ai suivie jusqu'à la cour d'assises spéciale où j'étais témoin de la défense. Démonter la machine à fabriquer des poseurs de bombes ici, c'est à mon sens indiquer deux grands chantiers. Alors, encore une fois, quand j'indique de grands chantiers, Myriam a dit je suis radical. Quand on énonce une direction, ça ne veut pas dire qu'on nie complètement la pertinence d'explications corollaires, mais on indique des priorités. Hein. Pour moi, les priorités analytiques de la réponse à Daesh, c'est deux très grands chantiers. C'est un seul, on peut le formuler d'une seule façon. On peut dire c'est la gestion politique de notre relation à l'altérité musulmane. Soit avec des gros guillemets, hein, parce que je ne veux pas dire chez eux, chez nous, mais soit chez eux, entre guillemets, soit chez nous, entre guillemets. Pourquoi des gros guillemets à chez nous ? Parce que chez nous, nous avons des musulmans et ils sont chez eux, d'accord ? Mais disons que le problème dont nous traitons, c'est notre incapacité à gérer de façon rationnelle les dysfonctionnements de notre construction politique de l'altérité musulmane. Hein, dans un paysage historique qui est ce qu'il est, celui de, oui, on a besoin de l'histoire longue, mais qui est celui de la décolonisation, hein, de la décolonisation et des tensions nées du prolongement impérial des politiques de domination coloniale. Hein. Bon, voilà le cadre. Qu'est-ce qui nous est reproché ? Qu'est-ce qui nous est reproché ? D'où vient, quelle est la source de la tension ? Là, je vais encore radoter. Mais la première fois que j'ai entendu un expert m'expliquer les djihadistes n'en veulent qu'à nos libertés, c'était pas n'importe qui, c'était Bill Clinton,
C'était Bill Clinton avant les événements de 2001. C'était Bill Clinton. Je résidais à cette époque au Yémen et donc on suivait cela. Je suis descendu immédiatement à Aden. C'était du voyeurisme malvenu. C'était l'attaque contre le US Cole dans la baie de Aden. Le US Cole, c'était un bateau de guerre, c'était pas un voilier. Hein. C'était pas un voilier, dessus, c'était pas des plaisanciers, c'était des guerriers américains qui, avec des armes extrêmement sophistiquées, participaient à une guerre odieuse, puisque c'était cette guerre dont on savait déjà qu'elle avait conduit à des dizaines ou des centaines de milliers de morts parmi la seule population enfantine de l'Irak. Bon. 17 marins du Cole sont tués par l'attaque suicide de l'antécédent historique de la maison mère de Daesh. Et à leur enterrement, quelques jours plus tard, le président Clinton dit très exactement ces jeunes gens sont morts. Nos jeunes gens sont morts, et je vais prendre un cours d'anglais, je ne savais pas qu'il y avait 2 mots, il dit parce qu'ils étaient des adeptes de liberty and freedom. Voilà, c'est tout. Et l'analyse, et là nous avons la conception fondatrice de la réponse des Américains au 11 septembre. On nous a attaqués parce qu'on aime boire du Beaujolais nouveau aux terrasses de nos bistrots. 15 ans, 20 ans après, nous sommes capables de reproduire à l'identique ce déni absolu de prise en considération de la dimension politique. Et là, je peux m'arrêter là, j'ai dit tout ce que je voulais dire ce soir. Tout ce que je vais essayer de développer maintenant fugitivement, c'est de déconsidérer les analyses dont le but, conscient ou inconscient, est de suridéologiser l'attitude de l'autre pour mieux la dépolitiser. C'est-à-dire qu'on enferme l'autre dans son appartenance religieuse pour lui interdire de s'asseoir à la table du politique. Parce que si on accepte qu'il s'assoie à la table du politique, il faut qu'on soit assis de l'autre côté de la table. Et il faut donc qu'on reconnaisse qu'il y a, à tout le moins, un partage des responsabilités. Et tout le lavage de cerveau auquel nous sommes, que nous subissons actuellement de la part des médias et d'une partie de l'appareil académique, oui, j'ouvre une parenthèse, j'ai une certaine paresse éditoriale, je ne nourris pas d'ouvrages, les éditions L'Harmattan ou La Découverte tous les 2 ans, mais j'écris quand même beaucoup, et donc l'ampliation de ce que je suis en train de raconter, si vous voulez, seulement sur les tribunes de l'Obs Plus, ou très récemment sur Rue 89, vous aurez le détail de la façon dont j'ai essayé de déconstruire les dangers de cette vision, la dernière version de ce que je considère un tour de passe-passe analytique, qui est l'islamisation de la radicalité. Alors je vais dire pourquoi je me dis ceci, de toutes ces méthodes qui ont en commun un biais identique, qui est de dépolitiser les motivations de ceux qui nous attaquent. Et le non-dit de ça, c'est nos bombes, leurs bombes, n'ont rien à voir avec nos bombes. C'est de nier la causalité du dualisme de la relation. Et bon, alors encore une fois... Excuse-moi, c'est pas très clair pour les gens, je m'en suis aperçu, cette polémique avec Olivier Roy pour le nom. Ouais, mais d'accord, on va... Parce qu'il y a un jeu de mots entre vous sur islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam. Oui. On s'y perd un peu. Oui, justement, je vais quand même prendre le temps de l'expliciter. Excellente. Oui, moi aussi. J'ai réagi immédiatement. Moi aussi, j'ai trouvé bien, mais disons qu'il y avait du... on va faire l'inventaire des grandes postures analytiques face au phénomène qui nous réunit ce soir, d'accord ? Il y a depuis Bernard Lewis une attitude qu'on peut résumer très facilement. Je dirais, c'est pas de la faute à l'islamisme, c'est de la faute à l'islam. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'inhérent à la religion de l'autre, qui fait que le pauvre homme, s'il ne s'en sort pas, s'il ne rompt pas avec son appartenance religieuse, il ne pourra pas vivre en paix au sein de sa société et dans son environnement régional et international. D'accord ? On part de là. L'essentialisation. Voilà, c'est l'essentialisation, mais il faut bien... C'est pas très, très original. Depuis qu'on est tout petit, on éprouve le besoin de stigmatiser l'autre dans son appartenance. On dit sale boche ou sale machin ou sale truc. Plutôt que dénoncer la matrice politique du conflit, on essaye de condamner son appartenance primaire. Donc depuis Bernard Lewis, depuis un certain nombre, une école de l'orientalisme, il y a un problème structurel avec la religion musulmane qui n'a jamais réussi à s'extirper de, etc., etc. Mais cette thèse essentialiste, culturaliste,
elle a fait des petits et elle a des résurgences qui se manifestent en partie à l'intérieur de la population musulmane et en partie dans le paysage politique. Et c'est celle-là que je veux dénoncer maintenant. La surdétermination de la variable culturaliste dans ces deux expressions. La première, c'est la faute de l'islam. C'est, bon, comme l'a dit Marianne, des Omeyyades jusqu'à Daesh. C'est la première fois qu'on avait une expression si franche, si claire, si nette. Les Omeyyades, c'est quand même l'Andalousie. Hein. Bon, mais là, non, il n'y a rien qui est sauvé. C'est des Omeyyades, c'est la couverture hein, des Omeyyades jusqu'à Daesh. Bon. Mais il y a une autre, il y a un sous-produit de cette posture que je m'emploie à dénoncer avec constance. C'est un petit peu plus difficile. C'est ce que j'appelle l'islamologie normative. Ça consiste à dire, moi musulman ou moi savant islamologue, j'énonce une norme. Hein, je deviens moufti, je dis ce qu'est le vrai islam, le bon islam. Et cette posture, elle est importante parce que les musulmans ont besoin de carburant pour se dissocier de ce qu'on fait au nom de leur religion. Donc il y a cette tentation de dire, eh bien, ce ne sont pas des musulmans, ce qu'ils appliquent n'est pas l'islam, j'énonce une norme qui est le bon islam, je dénonce le contrevenant et j'ai l'explication. Le pauvre mec, il n'a pas compris, il a mal lu, il n'a pas lu jusqu'au bout, il a lu à l'envers. Et la solution, c'est donc d'élever le niveau de formation du musulman de base. Et j'entends encore des grands islamologues français dont le non-dit était « Mettez-moi à la tête d'un grand institut de l'islam français !» Et vous verrez, il n'y aura plus de problèmes dans les banlieues et plus de manifestations pour Gaza. Ça ne marche pas. Donc il faut dénoncer cette idée qu'il y a simplement un déficit éducatif. Alors qu'est-ce que je substitue à cette analyse? Je dis, si, tel que vous êtes gentil, sympathique comme vous et moi, je vous donne une gifle, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, je suis persuadé que quelle que soit votre culture, votre langue, votre religion d'appartenance, vous trouverez le matériau symbolique qui va légitimer la baffe que vous allez me balancer. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de révolte, ce n'est pas le carburant idéologique qui exprime, qui légitime, entre guillemets, la révolte qui compte, c'est les conditions matérielles qui ont produit la radicalisation, la rébellion. Hein. Et c'est pour ça que je dis, non, pas burqa, buka. Hein. Allons voir dans les interférences de l'environnement. Et alors pourquoi j'aime pas la thèse de l'islamologie normative? Elle a un trou béant. Elle a un problème majeur et peu de gens l'énoncent aussi clairement. Si je commence à dire, pour comprendre ce qui se passe, il faut que je compare le comportement des poseurs de bombes avec le vrai islam. Cherchez l'erreur, cherchons l'erreur. Eh bien l'erreur énorme, monstrueuse, c'est que je ne vais chercher que parmi les musulmans. Je vais chercher mes coupables que parmi les musulmans. Si j'adopte la thèse de l'islamologie normative, je nie déjà la matrice de... Je ne dis pas toute la responsabilité sur les interlocuteurs occidentaux. Je me prive de cette perspective essentielle qui est l'interaction des musulmans avec leur environnement. C'est-à-dire celui qui leur colle des baffes, ou en tout cas dans leur imaginaire, celui qui leur marche sur les pieds et qui va générer la riposte. Donc je ne peux pas me satisfaire de cette islamologie normative. Quand certaines fois en France, j'entends des savants islamologues dont je sais par expérience et par témoignage qu'ils étaient de surcroît associés à l'appareil de répression militaire algérien pendant des années et qu'ils ont donc été, du haut de leur savoir, les acteurs de la radicalisation d'une génération de djihadistes, je m'énerve un petit peu, d'accord? Donc l'islamologie normative, attention, je ne nie pas tout l'intérêt intellectuel qu'il y a pour des musulmans, pour des non-musulmans, à réfléchir sur l'évolution de leur système de référence, la façon dont il s'adapte, dont il répond de plus en plus finement à des évolutions sociétales. Mais je ne veux pas en faire la porte d'entrée dans mon explication des dysfonctionnements de la relation des musulmans à l'intérieur de leur société ou avec les sociétés non musulmanes. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors, on a eu une autre dérive, et c'est là qu'on aborde, je vais employer des raccourcis, hein, je vais dire, bon, l'hypothèse d'Olivier Roy, qui n'est pas à proprement parler, hein, la formule islamisation de la radicalité, elle s'oppose à l'hypothèse de la radicalisation de l'islam. Donc elle part d'un bon sentiment. Elle consiste à dire mais non, sortons de la thèse culturaliste de Lewis qui nous dit c'est l'islam qui se radicalise. Non,
je vais vous énoncer une autre posture. Eh bien, c'est comme ça, il y a des jeunes qui ont envie d'en découdre. Alors, ils pourraient, il y a 20 ans, ils seraient devenus Mao, mais là, ils deviennent islamistes. Hein. Alors, je ne m'en prends pas à celui qui l'a énoncé, Berthaud, je pense, de la HSS au début, mais je m'en suis pris. Enfin, j'ai éprouvé le besoin de dire très clairement, très calmement, en plusieurs langues, puisque c'était en arabe hier sur Orient 21 et en anglais sur l'Arabi el-Jadid, comme son nom ne l'indique pas. En arabe également, il y a eu 2 traductions. J'ai éprouvé le besoin de dire les limites de cette approche qui sur-sociologise, et je n'ai pas le temps de décliner complètement, je vais prendre des exemples d'une grande violence. Je vais déjà vous demander si nous avions employé cette méthode et que nous l'avions appliquée aux auteurs des attentats du 11 septembre. Hein, je vais vous dire un truc, Atta, il avait des problèmes avec sa braguette. Il avait une mauvaise relation aux femmes, le pilote, etc. Si je vous entraînais dans une explication de microsociologie ou de psychanalyse des auteurs des attentats du 11 septembre, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on passerait à côté d'un message de l'histoire, hein? Et c'est ce qu'on est en train de nous faire maintenant. On veut systématiquement dépolitiser l'agenda des poseurs de bombes en disant « mais non, mais non, mais non ». Et alors Olivier Roy emploie quand même des phrases d'une limpidité totale. Il dit alors il discrédite ce qu'il appelle la vieille antienne tiers-mondiste. Bon, décoder, c'est à peu près ma thèse, d'accord? C'est-à-dire la réaction, la matrice réactive des islamistes face au dysfonctionnement du système politique international, face au dysfonctionnement des systèmes nationaux arabes et face aux fractures et au dysfonctionnement du vivre ensemble. Et ça, Olivier, bon, je l'ai retrouvé, il dit mot pour mot, ça n'a rien à voir. Et il dit ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe. Et ça n'a rien à voir avec la colonisation. La preuve, je vais vous l'asséner, elle est terrible. Ils ne l'ont pas connue. C'est l'argument. C'est quand même l'argument qui est énoncé. La colonisation, ils ne l'ont pas connue. Moi, je dis, mais alors pourquoi on ne dit pas, Arnaud Klarsfeld, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu ne laisses pas le business à ton papa? Et je dis, pourquoi les Arméniens ont le droit de se sentir mobilisés autour du martyre de leurs parents s'ils ne l'ont pas vécu, hein? Donc c'est quand même des arguments d'une extraordinaire fragilité. Et puis les autres arguments qui sont tout à fait discutables, leurs motivations sont totalement étrangères aux sociétés musulmanes. Ils sont rejetés par leur famille qui se précipite chez Dounia Bouzar. Je dis attention, l'échantillon qui va voir Dounia Bouzar, et que je respecte, attention, je ne plaisante pas sur le désarroi des parents qui voient leur fils partir, ce n'est pas du tout mon objet, mais je dis attention aux conclusions un petit peu rapides qui disent qu'il y a une antinomie totale entre le mal-vivre qu'on ressent ici et là des pans entiers des populations musulmanes dans le tissu français et dans leur tissu respectif, et puis le fait que oui, peut-être ils vont se démarquer des méthodes employées par cette génération, mais qui permet, et moi je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin, à Aix-en-Provence où je réside, j'ai trouvé le papa qui est parti derrière son fils au djihad. Dès que le fils a été tué d'ailleurs, et je les connaissais, eh ben, le papa a pris la suite. Donc on ne peut pas juste dire comme ça, ces gosses sont totalement étrangers au vécu des populations musulmanes dans le monde. Ça ne fonctionne pas. Hein, donc il y a toute une série de fragilités. Alors pour être encore plus choquant, mais ne vous méprenez pas sur le sens de ce que je vais dire, pour comprendre la fragilité des méthodes qui surestiment la variable sociologique ou psychanalytique, je vais appliquer cette méthode à une mobilisation que nous percevrions comme légitime. Et je vais dire, mais savez-vous, hein, Jean Moulin, il a eu un gros chagrin d'amour la veille, quand il est parti dans le maquis, hein, et puis les gosses qui l'ont suivi, ils avaient raté leur bac. Hein. Vous voyez le déficit de compréhension d'un phénomène si on se contente d'une espèce de psychanalyse de café du commerce de l'instant du passage à l'acte. Mais moi, je ne la nie pas, la fonctionnalité. Mais on doit sortir de la cage d'escalier du HLM de la ville de Nice, où j'ai entendu un psychiatre nous expliquer pendant des heures le mécanisme de la radicalisation. Non, il faut un coup de zoom arrière. Il faut regarder ces épisodes dans leur territorialité large et dans leur temporalité longue pour avoir une chance de les comprendre et donc de les traiter et d'y répondre. Hein. Et ça, bon, vous le verrez, je l'explique par écrit un petit peu plus finement et il me reste 2-3 minutes. Alors, d'où c'est venu? J'ai encore 2 petits...
Je vais dire du mal d'un certain nombre d'instruments de musique pour lesquels, normalement, à part l'un d'ailleurs, j'ai le plus grand respect. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi nous en sommes arrivés à ce tempo? Alors, je considère que la variable de nos politiques étrangères a été évoquée par Myriam. J'y rajouterai quand même, bien sûr, le conflit israélo-arabe, hein, dont Olivier dit non, ça n'a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. La radicalisation s'est faite aux marges des sociétés musulmanes, jamais au centre. Enfin bon, là, il emploie des catégories qui ne sont pas crédibles parce que les Irakiens, si on leur dit qu'ils sont les marges du cœur arabe, ça ne va pas leur plaire, etc., etc. C'est pas très crédible. Mais il faut rajouter le conflit israélo-arabe. Et bien sûr, il faut rajouter la page syrienne. La position française. Bien sûr. Le conflit israélo-arabe. C'est le nom dit, hein, devant Dominique Vidal. Vous vous souvenez, Dominique Vidal, on avait écrit un jour un article qui s'appelait La Tel Avivision du conflit israélo-arabe. La Tel Avivision française. J'étais pas le plus radical parce qu'il était co-signé quand même par François Gèze. C'était au moment où on piquait notre crise devant les chaînes de télévision françaises pendant la guerre de 2006, quand on regardait la façon dont était rendu compte de la guerre israélienne au sud du Liban. Donc, je considère que le volet extérieur a été traité et je viens au volet intérieur. Je le résume par une métaphore musicale qui est très méchante pour les instruments concernés. Pourquoi nous en sommes là? Je dirais non pas parce que Front National, c'est là qu'il y a une grosse erreur. Non pas parce que Front National, parce que la réalité, c'est que la gauche nous joue à la flûte, mais crescendo, la même partition islamophobe que la droite nous a joué, pardon pour le saxo, au saxo, et que, oui, je sais, c'est méchant pour le saxo, mais je voulais l'image de la sérénité de l'instrument, et que le Front National nous joue au clairon. Hein? Bon, c'est ça le problème. C'est pas un segment de la société française, c'est la totalité du tissu politique français qui, sur des registres différenciés, est pris par ce prurite d'une incapacité de gérer de façon rationnelle l'altérité montante dans le contexte postcolonial. Hein. Alors, moi, j'ai essayé de suggérer une temporalité, et je l'ai vécu, cette temporalité. Je vous ai dit, c'est en 1995 que j'ai écrit la machine à fabriquer les poseurs de bombes. Mais je pense que le début de ce processus, c'est la décennie 90, c'est la décennie 90 sur laquelle il faut revenir. Et elle est faite de deux choses. Il y a deux réservoirs de fabrication d'une suridéologisation des résistances et des oppositions dans cette région du monde. C'est le fait qu'à partir de 1990, on commence à percevoir que si on ouvrait des urnes arabes, on aurait des gens au moins aussi barbus que Dominique Vidal et que moi. Hein. C'est-à-dire, on s'aperçoit, 89 en Jordanie, 90 évidemment en Algérie, 90, 91, mais vous pouvez aller du côté du Yémen, vous pouvez aller en 89 en Tunisie, en avril 89, si les élections n'avaient pas été truquées, on aurait vu dedans qu'il y avait beaucoup trop. Donc on s'aperçoit que la nouvelle génération politique, celle qui est porteuse des résistances, des oppositions, dans les ordres nationaux, dans l'ordre régional, Hamas, hein, et ce sont les islamistes. Et donc vont converger. Et moi, je cite tout le temps comme moment fondateur l'écho des premiers attentats suicides du Hamas qui va générer le congrès de Sharm el-Sheikh en Égypte. Et ce moment fondateur pour moi, qui va donner le là de l'islamophobie occidentale, ce moment qui voit les intellectuels de gauche algériens, Khalida Messaoudi pour ne pas la nommer, franchir ce pas impossible à penser quand on vivait en Algérie. Croyez-moi, on n'avait pas l'idée de se rendre en Israël. C'était quand même un peu hard comme idée. Eh bien, elle va en Israël pour communier dans la désignation œcuménique d'un seul ennemi, hein, qui est le fondamentalisme islamique. Donc le congrès de Sharm el-Sheikh procède à cette suridéologisation, à la transnationalisation de ce processus de suridéologisation des résistances et des oppositions dans la désignation du lexique de la nouvelle génération qu'est le lexique islamique. Et là, nous avons ce processus qui va être relayé. J'écoute France Inter, moi j'y peux rien, mais le matin, quand j'entends couler les larmes de crocodile
sur la poussée du Front National, j'ai des fois envie de hurler et de dire mais ne vous rendez-vous pas compte que vous avez à la flûte joué l'air de l'islamophobie depuis toujours, avec ce ton de suspicion, avec ce ton de... Et que vous êtes des parties prenantes à cette machine qui a crédibilisé son expression extrême. Vous avez accompagné le son du clairon, mais vous jouiez derrière de la flûte et du saxo. Vous ne vous y êtes pas opposé. Vous n'avez pas manié l'extincteur. Vous avez versé de l'huile sur le feu. Hein. Donc, ce processus, il va se... puisqu'il faut peut-être qu'on conclue sur des remèdes possibles. Il y a des remèdes. Il y a deux chantiers, donc nos politiques étrangères dans cette région du monde, et puis les accros du vivre ensemble chez nous en France. Alors, je sais très bien qu'il faudrait des politiques économiques qui feraient que les ghettos, mais ça coûte cher, ça prend du temps. Moi, j'ai des recettes beaucoup plus rapides. Beaucoup plus rapide. Il faut mettre un terme au procédé de ce que j'ai appelé la chalroumisation de la représentation des musulmans en France. C'est-à-dire la distorsion. Est-ce que ça parle à tout le monde pour savoir? Non. Chalroumisation, c'est un concept qui fera fortune, vous verrez. Il sera repris. Il est déjà internationalisé. C'est l'imam de Drancy, c'est un monsieur qui est certainement gentil, mais qui est extrêmement limité intellectuellement et qui a été littéralement fabriqué comme une fausse élite, comme un représentant des musulmans de France. Et l'apparition de ce monsieur au journal de 20 heures, David Pujadas a fait quand même un livre d'entretien avec lui, on l'a fabriqué comme une fausse élite, fabrique littéralement de la radicalisation, tellement c'est humiliant et stigmatisant pour ceux qui ne se reconnaissent pas. Donc, on peut déjà réagir de façon extrêmement simple. Il y a 20 ans à peu près, j'ai écrit un autre article dans l'IB où je disais l'arme contre le terrorisme existe. Et elle a été inventée. Le problème, c'est qu'elle coûte trop cher. Et donc, personne ose la prononcer tellement ça coûte cher. C'est un gros mot, c'est horrible et tout. C'est le mot partage. Hein. Alors, partage des ressources économiques, tout ça, ça prend du temps, ça coûte des sous. Non. Partage des ressources symboliques, partage de l'accès à la parole publique, aux heures de grande écoute dans le paysage audiovisuel français. Or, faites bien le bilan maintenant des capacités d'un musulman. Et je ne dis même pas d'un musulman. Moi, je voudrais entendre Ronnie Broman aussi souvent que Finkielkraut. C'est tout. Il n'y a pas besoin de confessionnaliser. Je veux dire, on a besoin d'une autre répartition du temps de parole, des sensibilités politiques, qu'elles soient ou non intrinsèquement liées à l'appartenance confessionnelle des Français. De préférence non liées. Parce que nous savons bien que nous ne sommes pas enfermés dans nos appartenances respectives. Donc, il y a des moyens pour réparer le vivre ensemble. On reviendra sur la crise syrienne, hein, bien sûr. Pour moi, on a fait le pire du pire en entrant par la mauvaise porte dans l'action sur ce terrain-là. Pendant 3 ans, on a expliqué qu'il était absolument impossible d'intervenir. Attention, ce n'est pas l'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, elle est déjà massive et totale. C'est l'ingérence iranienne, puis l'ingérence russe. Donc, nous n'étions pas en train de discuter est-ce qu'une ingérence étrangère était légitime. Nous étions en train de discuter est-ce que devant une ingérence étrangère massive, il peut y avoir une contre-influence occidentale. Bon, mais on y reviendra peut-être dans le débat. Mais sur le terrain français, il y a des mesures relativement rapides à prendre, qui sont évidemment, malheureusement, je le crains, aux antipodes de celles que nous sommes en train de prendre dans le cadre de l'état d'urgence. Merci de votre attention. Bien, c'est à vous. Vous avez la parole. Il y a un micro. C'est important le micro parce que comme ça vous êtes enregistré. Pas par les RG, hein, mais par Mourad Besbès. Non, juste une réflexion qui n'est pas de bon augure. Quand notre Premier ministre actuel déclare qu'il en a assez, qu'on essaie de trouver des explications au phénomène, effectivement, on est très très mal parti. Ensuite, juste une toute petite remarque. Chalgoumi est très ami de Marine Le Pen. Très ami. Elle a dit à la télévision qu'elle aimerait que tous les Français lisent son livre. Il a écrit un livre, bon, je ne sais pas,
Enfin, bon, bref, très amis. Et Caroline Fourest aussi. Bon. Myriam. Non, moi, je voudrais, pour rebondir sur l'idée du colonialisme et du post-colonialisme, l'islam républicain, c'est l'islam des collabos, hein, pour ceux qui décident d'aller en Syrie. Il n'est pas question de faire allégeance à un imam qui est perçu comme l'imam mis en place par la puissance coloniale, enfin tout simplement. Et de ce point de vue, je pense que je suis tout à fait en accord avec François Burgat sur les catégories de la perpétuation, enfin de la domination post-coloniale. D'ailleurs, c'est la thèse d'un ouvrage que vous devez connaître, Les ghettos de la nation, de Jérémy Robin, qui prend ce prisme post-colonial en montrant en quoi les catégories de la domination se perpétuent. Personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est tabou aussi. On ne peut pas avoir aujourd'hui de débat en France, ou quasiment pas, sur le post-colonialisme. Et de quoi parle-t-on? Et sur la question de l'altérité, moi j'ai même envie d'aller un peu plus loin en disant que les djihadistes de l'État islamique, c'est des occidentaux avant d'être des musulmans. Parce que, enfin, oui, il y a le discours, l'interaction, la supercherie de l'opposition Orient-Occident, c'est aussi notre production. Et ils se mettent en scène comme tels. Donc, de quoi parle-t-on aussi en termes culturalistes, etc. Mais ça, c'est pareil, on ne peut pas le dire. Et de la même manière que l'islam politique est une création de l'Occident, du colonialisme, de la domination, a produit cette réaction. Mais on ne peut pas dire cela, parce qu'effectivement, c'est l'autre diabolisé pour ce qu'il est, ou ce qu'il est soi-disant, parce que je regardais encore la vidéo anti-saoudienne de l'EI parue hier en réaction à l'annonce de cette coalition. Ça démarre sur donc le jeune djihadiste qui regarde la télé et qui ensuite prend sa grosse voiture. On voit la boîte de vitesse. Donc, bon, c'est une série américaine comme une autre, quoi. Et puis on part, ensuite la route, on roule comme un bolide, et puis on va faire sa petite annonce. Donc, mais on est complètement dans le culturalisme. Complètement. Et vous mentionniez Bernard Lewis. Bernard Lewis, c'est l'article de 90, les racines de la rage musulmane. Donc voilà, on s'inscrit dans ce contexte. C'est la rage, donc ils sont, et on est toujours d'ailleurs dans ce contexte. C'est parce qu'ils ont la rage contre nous, pour ce que nous sommes, alors qu'ils sont ce que nous sommes. Hein, c'est peut-être un peu dérangeant de le dire, mais oui, ils sont ce que nous sommes. Les aspects totalitaires du phénomène État islamique, c'est ce que nous avons été. Donc je trouve qu'on limite le débat intellectuel et on est dans du grand n'importe quoi. Enfin, on peut donner des exemples à tout va. Et l'occupation, effectivement, médiatique des bonimenteurs. Enfin, vraiment, c'est l'appropriation de l'objet par des gens qui n'y connaissent rien. Et alors moi, en ce moment, je suis révoltée parce que je me dis, c'est des gens qui n'ont même pas... alors, c'est pas une question d'imposer une dictature, une contre-dictature en disant ne vous exprimez pas. Mais ce qui me choque quand même, c'est que tout le monde s'est saisi de l'État islamique et a son petit commentaire et sur l'État islamique et ne parle pas l'arabe. Enfin, alors c'est bon, n'a pas appris l'arabe classique, n'a pas accès à l'arabe classique, n'a pas fait l'effort d'apprendre la langue et prétend comprendre ce que disent ces gens. Enfin, voilà, c'est des considérations. C'est vrai que c'est quand même, ça suscite une certaine indignation en réponse aussi à ce que vous disiez en introduction. Mais malheureusement, nous incarnons aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, une forme de dissidence. On y est presque. Moi, je considère être entré en dissidence intellectuelle, quasiment politique même, c'est pour bientôt. J'ajouterais sur Chalgoumi une chose importante quand même, il faut la dire, c'est que c'est le CRIF qui a organisé son ascension médiatique et politique, et donc évidemment, indépendamment de ce qu'on peut dire de l'antisémitisme ou non existant ici ou là, ça n'est pas la meilleure manière pour un dirigeant musulman de se présenter à sa communauté, quoi, en disant je suis la créature du CRIF. C'est pas vraiment ça. Oui, madame, prenez le micro. Voilà. Ah, pardon.
Oui, je vous remercie. Vos démonstrations étaient très claires et convaincantes. J'ai une question parce que je ne comprends pas très bien. Je comprends l'idée de revanche, je comprends l'idée de l'histoire derrière, mais qu'est-ce que vous, puisque c'est un projet politique, quel est le projet politique? C'est pas juste de faire quelques attentats pour se venger de nous. Je veux dire, est-ce que c'est pour effacer toutes les frontières qu'on a créées au début du 19e siècle? Parce que maintenant, il y a la Libye qui va venir. Qu'est-ce que vous voyez comme projet politique, vous qui connaissez le sujet? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous lisez là-dessus? Oui. Myriam ? Écoutez, le revanchisme, c'est tout simplement un revanchisme contre l'impérialisme. On le voit avec la Russie aussi. On parle de l'État islamique, mais la Russie est dans une forme de revanchisme impérial face à ce qui n'a jamais été digéré après la guerre froide. C'est encore une fois toute la supercherie de l'après 90, de l'unipolarité, de la dystopie du rêve américain. Je vais vous dire, je sais que moi je suis un peu provocatrice, mais l'État islamique, c'est la nouvelle Amérique revue et corrigée par eux. C'est une expression impériale en réponse à une autre expression impériale. Et les Russes sont sur le même credo aujourd'hui. Donc c'est bien, je pense qu'il faut, alors après ça va au-delà évidemment de 90, il y a la question, comme je l'ai dit, et François Burga l'a très bien démontré aussi, la question du colonialisme, les conditions matérielles qui doivent être prises en compte. D'ailleurs, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faudra, alors je le ferai peut-être, mais je vais mettre tout le monde à dos, enfin l'intelligentsia à dos. Je pense qu'il faudra introduire des catégories marxistes dans l'analyse. Vous parliez de tiers-mondisme. Il y a un discours sur la lutte des classes, sur la répartition des richesses, sur le prolétariat, sur le fait que... alors les ghettos, oui, il ne faut pas avoir une analyse non plus trop caricaturale, mais enfin, c'est aussi une revanche socio-économique, en grande partie. Donc il y a tout un discours sur le capitalisme. Il parle toujours de... Là, je lisais un article très intéressant, là, comment Marx est devenu musulman, qui avait été publié en 92. C'est très intéressant de voir, et c'est pour ça que l'auteur réinscrit la naissance de l'islam politique et évidemment aussi du marxisme dans l'espace plus large des querelles intra-occidentales. Donc c'est pour ça que le E, ça ne veut rien dire. Ça ne veut, la réintroduction du politique et des conditions matérielles de la radicalité, du rejet, de la revanche, c'est à mon avis très important. Par exemple, quand on regarde le profil des combattants étrangers, il y a évidemment une variété de facteurs qui provoquent aussi la décision de se convertir à l'islam, mais les conditions matérielles, elles sont là aussi. Hein. Le discours politique, il est là aussi. La question du conflit israélo-arabe, l'indignation face au conflit israélo-arabe n'est pas limitée aux musulmans, entre guillemets. L'indignation face à la guerre d'Irak, elle n'est pas limitée au monde musulman. L'indignation face aux tortures et à la mise en laisse de prisonniers dans une prison, elle n'est pas limitée aux musulmans. Donc, alors c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de controverse, on s'ennuie en fait ce soir. Je voudrais quand même poser une question à François Burga. Oui, vous inquiétez pas, mais comme je suis là, je fais aussi mon boulot, qui est d'essayer de faire préciser. Parmi les solutions dont on nous demandait d'essayer d'y réfléchir, est-ce que la dominante, au fond, c'est pas des processus de transition politique qui permettent de bâtir des gouvernements représentatifs de la diversité de leur société, y compris de la diversité confessionnelle? Est-ce que c'est pas ça la clé, plutôt que la guerre et plutôt que les bombardements? Et est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, on voit bien, très bien même en Syrie, où est l'obstacle, puisque c'est de ça qu'on parle depuis des mois et des mois, du rôle, de la place de Bachar. Mais est-ce que en Irak, c'est possible d'imaginer un gouvernement où, en particulier, chiites de diverses opinions et sunnites de diverses opinions pourraient se retrouver? Vous ne méritez pas de réponse puisque vous avez tout dit dans la question. Moi, je suis intrinsèquement d'accord, bien sûr, avec votre proposition. J'ai écrit récemment « Les institutions plus fortes que les bombes ».
Il est évident que pour combattre Daesh, c'est la réinstitutionnalisation des sociétés sur des bases crédibles qui va faire que le curseur du radicalisme qui a triomphé parce que le centre n'avait pas droit à la parole et était abandonné, qui va permettre d'en sortir. Vous pourriez faire un petit exercice, si ça vous amuse, voir 2 lectures totalement antinomiques de ce qui se passe en Libye. Moi, j'ai écrit dans l'Obs Plus une lecture de ce qui se passait en Libye sur la base d'entretiens. J'organisais des conférences à Marseille et dont l'une avait pris part Patrick Haïmzadeh, que vous avez entendu sur France Inter dire exactement la même chose, mais avec aussi Omeya Sedik, qui est un garçon qui travaille pour cette très discrète ONG Humanitarian Dialogue, qui est suisse et qui fait à peu près ce que le Croissant Rouge fait au niveau humanitaire, au niveau politique. Et lisez l'interprétation de l'origine de Daesh à Sirte et la façon de marginaliser Daesh. Et puis après, lisez le papier de Libération sous la plume, on va dire pour faire simple et sans personnaliser, de la gauche éradicatrice arabe. C'est-à-dire celle qui a comme seul axe la discrimination sectaire des forces islamistes. Et vous verrez donc 2 oppositions. Moi, j'ai dit ce qui s'est passé l'autre jour à Tripoli. C'est une sacrée bonne nouvelle. C'est peut-être la première fois qu'on entreaperçoit l'après-Daesh, parce que après s'être débarrassé du médiateur de l'ONU qui était stipendié par les éradicateurs émiratis, qui le payaient pour mettre l'agenda Sisi, la ligne politique de l'association Dictateurs Arabes sans frontières à l'agenda de la solution libyenne. Sans médiateur, les 2 principaux acteurs politiques du centre du spectre libyen, pas les 2 extrêmes, c'est-à-dire pas les éradicateurs émiratis et égyptiens et pas Daesh, se sont mis d'accord sur un début de réinstitutionnalisation. C'est ça la porte de sortie. Moi, je dis mon intime conviction. Je vais vous dire pour qui je me fais du souci. C'est pour nous. Beaucoup plus. Nous sommes en période, j'ai peur, de désinstitutionnalisation. Nous risquons d'avoir des bouffées de violence radicale qui mettrait à mal le système institutionnel. Mais dans cette région du monde où j'ai vécu 23 ou 24 ans, je suis optimiste. Nous sommes dans la machine à laver des transitions politiques, mais il n'en sortira que des... Et vous verrez qu'un jour on dira « Ah ben la Libye, ah ben non, ça n'a pas été le pire. » Ça y est, ça repart, le dialogue politique reprend, des institutions, et il est évident que c'est ça qui fera partir Daesh. C'est le curseur de la majorité politique qui désavouera, parce que bien sûr, qu'est-ce que c'est Daesh? C'est la naissance du... Prenez le contexte de la révolution romainiste. Quand il y a eu, à l'échelle du monde chiite, il y a eu l'émergence d'un acteur sur la scène internationale, d'un acteur étatique qui nous a regardé dans les yeux et qui nous a fait un geste obscène. Je ne le fais pas, voilà, on est débarrassé de vous, vous n'avez plus aucune emprise sur nous. Qu'est-ce que c'est Daesh? C'est le premier acteur qui, sur la scène internationale, peut se dire en état d'apesanteur avec tous les médiateurs de la domination occidentale. Et c'est ça sa ressource essentielle. Le problème, c'est qu'il est sorti d'un long tunnel de répression qui a fait que les acteurs qui sont porteurs de cette alternative sont ultra radicaux. Qu'est-ce qui va se passer? De 2 choses l'une, où Daesh n'est que ce que nous entendons qu'elle est, c'est-à-dire si vraiment ils n'ont de ressources autres que la terreur, ce que je n'exclus pas. Je dis, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sur le terrain. Des fois, me saoule d'entendre des discours contraires. S'ils n'ont que ça, je fais confiance aux sociétés de cette région du monde qui en ont vu d'autres pour progressivement les marginaliser. Mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce qu'ils ne sont que cela? Est-ce qu'il n'y a pas une interaction plus complexe où ils jouent un rôle pour assumer les déboires de la représentation des sunnites de cette région du monde, Qu'est-ce qui s'est passé de très grave ou de très important à l'échelle régionale? C'est que pendant des années, les extrémistes étaient des extrémistes. Ils étaient aux extrêmes des sociétés. Et puis, en Irak, puis en Syrie, puis au Yémen, puis au Mali, les extrémistes sont apparus comme étant un moindre mal à des pans entiers de ces sociétés. Et donc, ils ont commencé une interaction positive avec des segments importants. Au Yémen, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je regarde le gouvernement de Sanaa, même si c'est plus compliqué que ça, comme étant défini par son appartenance sectaire, si je dis il est chiite, il y a des tas de Yéménites, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont redevenus sunnites.
Ils sont devenus sunnites. Ils ne l'étaient pas. J'y ai vécu 6 ans là-bas. C'est le pays qu'on définissait, qu'on désignait comme celui qui avait transcendé les appartenances sectaires à cause de son processus républicain. Au Yémen, il y avait des choses extrêmement bizarres. Il y avait des islamistes qui étaient zaïdites de naissance, des grands leaders tribaux. Eh bien, ils étaient dans un mouvement islamiste qui était sunnite. Donc, il y avait une démonétisation des appartenances sectaires. C'est les dysfonctionnements du système politique qui réintroduisent les appartenances alternatives au lien national. Si je ne suis plus syrien, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas forcément ni sunnite ni chiite. Retenez bien, je peux être kurde. Donc ça peut très bien être un lien ethnique, tribal. Ce n'est pas forcément le lien religieux. L'appartenance alternative n'est pas forcément religieuse. Elle est kurde pour tous les Kurdes. Hein, mais sinon, elle va être religieuse, évidemment. Et donc, si on construit bien cette historicité, on voit que la conclusion sur Daesh, l'autre jour, j'étais à Erbil, et je demandais au patron des oulémas kurdes ce qu'il pensait de Daesh et tout. Alors il me fait un exposé très bref, très convaincant sur toutes les raisons qu'a un bon musulman de condamner Daesh sans restriction. Et c'était convaincant, ça résonnait pas comme de la propagande saoudienne. Et puis après je lui dis mais alors quelle est l'alternative? Il me dit ah bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de s'allier avec les chiites, ils ont essayé de s'allier avec les Américains, ils ont essayé de s'allier avec les Kurdes. Il n'y a rien qui a marché. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont forcément évoluer. Ils ne pourront pas rester sur le registre de l'usage de la terreur et il y aura une dynamique d'évolution. Je ne dis pas que c'est ça la réponse, mais je dis que nous devons avoir ça dans notre écran radar et dans notre logiciel. Vous voyez que ça valait le coup. Monsieur. Oui, merci d'avoir prononcé le nom de saoudien, en fait, de l'Arabie saoudite, parce que je l'attendais depuis un certain temps. Ma question, l'idéologie, le financement de ces mouvements extrémistes au Moyen-Orient, en particulier les animateurs de l'État islamique, je vous pose cette question parce que l'action des Saoudiens a commencé bien avant avec le général Zia-ul Haq, la création de ces cellules qu'on appelle les médersa pour propager leur idéologie, d'une part. Et deuxièmement, le financement de ces mouvements et quel est le rôle des Saoudiens, mais aussi des Qataris et d'autres wahhabites. Et voilà, terminé. Et puis, juste pour l'autre jour, vous avez parlé de cet imam, ce pauvre imam. Moi, j'ai entendu aussi un débat animé par M. Felkenkroot où il a invité un poids lourd qui s'appelle Siboni, et puis un imam très, très limité. Et ça m'a donné l'impression de voir sur le ring un poids lourd et un poids plume. Et ça gênait pas le psychanalyste qui est Daniel Siboni de jouer ça? Formidable. D'autres questions? Non. Allez-y. Bon, ça faisait longtemps que j'avais levé. Non, voilà, moi, il y a quelque chose qui se révolte en moi dans vos discours. C'est que depuis un certain temps, moi je fais partie d'un mouvement qui est un mouvement de défense des Palestiniens. Jamais un Palestinien n'a fait ce qu'ont fait les gens qui ont attaqué des gens qui sont au concert ou des gens qui sont à une terrasse de café. Donc il y a des différences, il y a quelque chose de nouveau. Terrasse de café, si. Oui, Si, dans le une personne. Non, si. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu. Bon, en tout cas, de ceux que je connais, il n'y en a pas. Et de dire, moi je voudrais savoir quelles sont les conclusions que vous tirez. Vous n'avez pas dit ce qu'il fallait faire. Pour la France, disons, pour les Français, qui viennent de se faire attaquer comme ils se sont fait attaquer. Il y a des amis parmi nous qui ont été tués. Et certains aussi, vous oubliez, parmi les gens qui ont agi, parce que cet attentat a été celui qui a suivi un autre attentat qui est celui de Charlie Hebdo. Et il y a quand même quelqu'un qui a dit « on a vengé le prophète ». C'est pas n'importe qui. Donc, il y a quand même aussi un élément de confessionnalisation là-dedans, qui peut être un instrument,
qui a été utilisé par Daesh. Mais on ne peut pas non plus le nier complètement. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez que la France devrait faire. Vous êtes contre l'état d'urgence complètement? C'est Dominique Vidal qui va répondre sur la Palestine. Encore. Moi, je me souviens d'un vieux monsieur qui était sur un fauteuil roulant, qui est passé par-dessus la rambarde d'un bateau. Je me souviens de sportifs israéliens à Munich aussi, qui ont été un certain nombre. Hein. C'est des gentils garçons tout jeunes et tout. Ils ont été tués. Hein. Ça leur a pas servi. Non, mais d'accord, mais attention quand même à ne pas... Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup pour vos exposés. Donc, en effet, moi, je pense, pour rebondir sur ce que dit Madame, qu'il y a une centralité du problème palestinien. Alors, toute la difficulté pour des militants de la cause palestinienne et qui veulent une juste paix au Proche-Orient, c'est à la fois de part dire ces attentats, c'est uniquement la Palestine, parce que ce serait un peu catastrophique, et heureusement que, par exemple... les kamikazes ne se sont pas revendiqués de la cause palestinienne, ça aurait été encore plus dramatique. Maintenant, la centralité du problème palestinien, à mon avis, est évidente. Alors, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Madame, vous pensez que le gouvernement français, qui là, à mon avis, dans une posture encore pire que les Américains presque, ils n'ont pas le même pouvoir, mais vis-à-vis d'Israël, dans un soutien et dans une politique détestable, va un peu prendre conscience et infléchir sa politique. Et je voulais aussi vous dire deux choses. Au niveau de justement cette situation où on parle d'état d'urgence, de non-liberté, tout ça, c'est vrai que ce qui est très inquiétant aussi, je vois en Angleterre, Corbyn, j'ai l'impression qu'il pour moi avait très bien parlé, est complètement fustigé, mais il paraît qu'il est vraiment, y compris dans le Parti travailliste, etc. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et une dernière question sur le problème chiite-sunnite. Bon, moi, je soutiens beaucoup et j'ai beaucoup d'admiration pour la lutte du Hezbollah. Ceci dit, je me pose des questions vis-à-vis surtout d'Israël. Je me pose des questions sur leur intervention en Syrie. Et je voudrais vous poser la question, est-ce qu'ils avaient le choix et ils n'auraient pas dû intervenir? Voilà. Il y a une dame derrière moi qui se plaint. Non. Alors, vous allez tous avoir le temps de poser vos questions. Pas de problème. Juste un peu de patience. Oui, il y avait deux journalistes syriens de la partie libre d'Alep qui sont venus en France et, le mois dernier et qui ont dit à ceux qui voulaient bien les entendre qu'une alliance de la France avec la Russie contre Daesh par des bombardements, sachant que les Russes bombardent de préférence l'opposition démocratique plutôt que Daesh. La conséquence que eux voyaient sur le terrain, c'est que la propagande ou le discours de Daesh et des islamistes les plus radicaux qui parlent d'une opposition entre toute la chrétienté et l'islam se concrétiserait par cette alliance franco-russe à travers des bombardements qui n'ont aucun effet, enfin, qui ne réduisent pas l'influence idéologique de Daesh, bien au contraire, qui le rendent plus populaire comme seul résistant efficace à Bachar. Et tout comme les Syriens démocrates sont les seuls qui combattent réellement Daesh en Syrie, militairement, parce que le régime ne les combat pas, sauf de façon symbolique pour faire plaisir aux Occidentaux. Quand on voit ce qui se passe en Libye, la seule ville qui a combattu les troupes de Daesh et qui les a expulsés de la ville, ce sont les militants islamistes de Derna. Et que la ville, certes, Sirte, dans laquelle Daesh a fait son QG, c'est une ancienne ville kadhafiste qui avait refusé que les combattants de Misrata alliés aux islamistes expulsent Daesh de Sirte. Donc Sirte s'est retrouvée toute seule et le gouvernement à l'est de la Libye, soi-disant laïque et pro-Sisi et soutenu par Sisi et les Émirats,
bombardent les islamistes modérés de Derna quand ils combattent Daesh et ne s'attaquent pas aux islamistes de Sirte. Alors, il y a une question qui se pose quand on voit au niveau international, sur la Syrie, mais aussi sur la Libye, qu'on a une alliance internationale, un espèce de consensus entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, pour désigner Daesh comme un ennemi qu'on ne peut abattre que par des bombardements, et désigner les musulmans ou les islamistes modérés qui combattent effectivement Daesh comme étant la même chose ou comme étant illégitimes pour combattre Daesh. C'est la position russe, c'est pas la position française. Si. Non. Ben, en Libye, si. Ben oui, en Libye, les Français, parce qu'ils veulent s'installer au sud libyen et qui soutiennent le gouvernement de l'Est soutenu par Sisi et les Émirats, et qui soutiennent les Toubous, etc. Les Français, les Italiens soutiennent la proposition des Nations Unies d'un gouvernement fantoche refusé par les deux principaux protagonistes libyens, aussi bien les fédéralistes que les islamistes. Les fédéralistes et les islamistes se sont unis, ils ont fait une déclaration commune, ils ont dit à la communauté internationale, nous avons une solution, et la communauté internationale leur répond... On va faire une soirée sur la Libye, mais là, vous n'êtes pas pertinent. Vous n'êtes pas pertinent parce que vous n'acceptez pas notre solution. Et voilà. Donc, il y a une question qu'on a à se poser, c'est que pouvons-nous faire par rapport à nos gouvernements de façon à ce que on respecte un peu les populations, on respecte et que lorsque les populations s'organisent pour à la fois faire des accords politiques entre eux ou pour combattre ce qu'ils considèrent être des devoirs combattre, voilà, qu'on suive leur... Merci. On va essayer de répondre à tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de questions là. Le financement, notamment saoudien, que faire, les problèmes de confessionnalisation, la centralité du problème palestinien, le Hezbollah et son intervention en Syrie, les risques d'une alliance franco-russe plus les développements sur la Libye. Voilà. Donc je ne sais pas comment vous voulez vous répartir ça. Il faut essayer de le faire brièvement, oui. Vas-y. Sur la question de la propagande, elle est tous azimuts. Parce que on peut parler des bombardements russes autant qu'on veut. Le récit de la coalition qui consiste à dire qu'on fait pas de morts du côté américain, ça me rappelle quand même les années du dommage collatéral américain. Je vous renvoie à l'ouvrage de Chris Hedges et évidemment au scandale Wikileaks. Les frappes chirurgicales, il y en a actuellement en Irak dans plusieurs provinces, c'est absolument pas chirurgical. D'ailleurs, je reviens à la manière dont c'est capté par l'État islamique. Les morts sont exposés à longueur de page, l'État islamique ayant lui-même sa machine de propagande hyper sophistiquée, la Russie est dans une même logique, donc soyons francs, tout le monde ment, tout le monde avance un récit qui souvent ne correspond pas à ce qu'on observe sur le terrain. À l'exception d'une chose, c'est que le Pentagone récemment, comme admission indirecte des morts qu'on fait par centaines, c'est pas 2, hein, parce que là jusqu'à présent, c'était il y a encore 2 mois, c'était on a fait 2 morts. Non, c'est des centaines de morts. Le Pentagone d'ailleurs s'est senti l'obligation de proposer un programme d'indemnisation des familles irakiennes. Voilà, donc je pense qu'il y aura un livre à écrire sur la propagande. Les machines de propagande adverses depuis la guerre d'Irak, parce que c'est quand même assez phénoménal. C'est phénoménal. Bon, c'est pas le propos. Sur les morts, moi, ce qui me choque quand même dans le débat, je suis désolée, c'est que et leurs morts, et les milliers, les centaines de milliers de morts dans la guerre d'Irak, en Syrie, c'est du dommage collatéral, voilà. C'est depuis les drones. Oh, ça, c'est Madeleine Albright. Hein. L'Albrightisation de l'opinion publique occidentale. C'est tout, moi, je
Bon, madame, je vais vous faire des concessions, malgré les petits... J'ai l'impression quand même que vous avez zappé un moment de l'histoire palestinienne où il y avait des bombes qui explosaient dans des autobus à Jérusalem. Je ne pense pas qu'ils choisissaient. Mais je vais vous faire quand même une concession majeure. On n'est pas en face des mêmes acteurs politiques. Il y a un mot que je déteste, auquel je nie toute légitimité et que pour la première fois je me mets à employer, c'est le mot terrorisme. Daesh fait du terrorisme. Daesh ne fait pas... pendant que Bachar el-Assad tue sous la torture 11 000 personnes pendant 2 ans seulement dans l'univers carcéral, on a les preuves et tout, mais essayent de faire croire que c'est l'autre. Eux, ils tuent lentement en couleur devant des caméras de télévision. Donc on a bien des stratégies de communication qui sont particulièrement odieuses, condamnables, tout ce qu'on veut, qui sont que eux ils instrumentalisent leur violence, donc et la peur, et ça n'a à peu près pas été la stratégie des Palestiniens dans leur lutte nationale. Les attentats suicides, pour mémoire, ont été endossés par le pape des Coptes égyptiens en 1996. Il a fait des déclarations explicites, donc ça n'était pas non plus islamique, hein. C'était bien un mécanisme de résistance. Mais c'est vrai que nous avons réussi là, par ce processus de coopération internationale extrêmement sophistiqué, où chacun d'entre nous a joué son rôle, à fabriquer une catégorie d'acteurs politiques relativement nouvelle à l'échelle de l'histoire contemporaine. Les gens de Daesh qui égorgent des dizaines de types devant des caméras, c'est une nouveauté. Il faut bien le reconnaître. Hein. Mais si, c'est quand même différent. Si, c'est quand même différent. Non, mais c'est pas. Je ne suis pas en train d'exprimer mon empathie à l'égard de l'usage de la peine de mort par l'Arabie Saoudite, mais c'est quand même. Il y a un semblant d'appareil judiciaire qui, ponctuellement, la machine à tuer fonctionne en Arabie Saoudite à peu près aussi bien qu'aux États-Unis. Mais c'est très regrettable parce qu'aux États-Unis, elle fonctionne très très fort. Mais oui, l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai des problèmes avec les explications simples et convaincantes qui font porter la responsabilité du maux de la planète à un acteur, qui serait l'Arabie Saoudite. Pour moi, ça ne fonctionne pas. L'Arabie Saoudite, je l'ai un peu côtoyé, mon ami le prince Turki El Faisal, qui était le leader des mukhabarat saoudiens pendant des années, est devenu presque quelqu'un que je connais bien. L'Arabie Saoudite n'a pas une politique idéologique. L'Arabie Saoudite se fout complètement d'exporter le wahhabisme. Le seul moteur de la politique étrangère d'Arabie Saoudite, c'est de durer. C'est de combattre ceux qui peuvent mettre en danger leur trône. Ils peuvent s'allier, ils l'ont fait au Yémen du Sud avec des communistes. Ils ont pu s'allier pendant tout le début de la crise yéménite avec des chiites parce qu'ils ont poussé les Houthis. Pourquoi ils poussaient les Houthis? Parce qu'ils s'en prenaient à leur pire ennemi, les sunnites modérés, les frères musulmans de l'islam. Donc l'Arabie Saoudite n'a pas, je vous en supplie, une politique étrangère idéologique. Attention, quand on dit l'Arabie Saoudite, on parle du régime. Maintenant, souvenez-vous bien que ces régimes ne sont pas légitimes et qu'ils peuvent avoir des segments de leur population qui ont plein de sous dans les poches, qui ont, eux, des agendas totalement opposés à ceux de leurs gouvernants, de la monarchie. Donc il n'y a pas la politique de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que la coalition, elle me fait marrer, parce que ce sont des acteurs illégitimes et que leur mobilisation est déjà contredite par des pans entiers de leur population. Mais disons, une explication qui fait de l'Arabie Saoudite l'explication de la révolution syrienne, parce que aussi le Qatar, aussi, c'est la révolution syrienne, c'est les Qataris. Je suis désolé, il faudrait qu'on y revienne plus longuement, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Oui, il y a bien eu confessionnalisation des appartenances politiques. Oui, bien sûr, c'est une variable très importante de la crise syrienne. Mais il n'y a pas eu confessionnalisation que des appartenances politiques musulmanes. Le conflit syrien a fait que des gens, par exemple comme Poutine, quand on regarde bien, il est redevenu quand même un peu orthodoxe. D'accord ? Et nous, les champions de la laïcité, toute catégorie, quand on se précipite à l'aéroport pour aller accueillir les chrétiens d'Irak, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est céder là où ça nous gratouille et là où ça nous chatouille à une empathie sélective qui malmène. Oui, elle existe. Elle existe. Bon, donc oui, effectivement. Non, mais il faut. C'est une variable très importante. Confessionnalisation.
Ah, le Hezbollah, moi je l'ai vécu en direct, parce que mon vécu c'était la crise syrienne pendant 4 ans à Damas, puis après je suis passé à Beyrouth. Et moi j'ai toujours, je vais vous dire un petit secret très valorisant, mais quand je suis arrivé à Damas en 2008, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, faut vite que tu ailles voir la pièce de théâtre, machin, on dit ton nom en scène. » Alors j'étais très fier. Et alors effectivement, on disait mon nom en scène dans une pièce de théâtre en langue arabe parce qu'en 2006, j'avais fait partie, je ne sais pas, peut-être Jean-Paul, tu étais dans ce bateau-là, on était un groupe d'intellectuels français et on devait aller prendre une bombe sur la tête dans le sud Liban pour manifester notre soutien aux populations. Donc il y avait ce nom de 12 Français qui avaient circulé et qui étaient pêchés par un réalisateur. Donc c'est pour dire que moi, le Hezbollah, ça a été mon héros. En 2006, le Hezbollah est sorti du ghetto de son appartenance confessionnelle. Il a fait trembler tous les leaders sunnites de la région, mais après, il s'est pris les pieds dans le tapis de la crise syrienne. Et maintenant, j'ai encore, il n'y a pas si longtemps que ça, à Raouda, je prenais un pot avec un ami du Hezbollah. Ils se sentent mal, je peux vous assurer. Ils se sentent mal. Ils sont déchirés, de toute façon. Ils sont déchirés entre... mais j'ai assisté en 2012... au 6e anniversaire de la guerre de 2006 et on espérait tous voir apparaître le Saïd Nasrallah, mais une fois de plus il est arrivé seulement sur le grand écran dans la Dahiye, donc au sud de Beyrouth. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je vais vous dire un secret. Vous vous souvenez, alors il y avait eu une scène mythique dans l'histoire de la guerre de 2006, c'est Saïd Nasrallah qui fait un discours à Beyrouth. Et puis, il dit, regardez bien, retournez-vous. Et à ce moment-là, un missile part et va frapper victorieusement un destroyer israélien à 12 km de la côte. C'est un grand moment de l'histoire politique de la résistance palestinienne. D'accord? Il dit, mais je vais vous faire une révélation. Tout le monde a cru que ce missile, il était iranien. Eh bien, moi, je vous le dis, c'était un missile syrien. Donc, voilà, vous avez le montant de la dette que nous avons à l'égard de notre partenaire syrien dans la lutte. Eh bien, nous ne pouvons pas l'abandonner, nous ne l'abandonnerons pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais bien sûr, après, il y a eu une déchirure. Quand même, la guerre, quand on dit confessionnalisation des appartenances politiques, dès le début, je me souviens que je me suis engueulé avec certains collègues français parce que j'avais fait un papier qui était un extrait du Pas de printemps pour la Syrie qui parlait des djihadistes du régime. J'ai dit, le régime syrien a mobilisé sur la base de l'appartenance confessionnelle sectaire. Il y a eu des fêtes chiites, anti-sunnites, et ça a fonctionné dès 2011. Il y avait dans Dahiye des grands panneaux: on n'ira pas libérer Saïda Zainab une deuxième fois, on ne la laissera pas prendre. La rhétorique religieuse était déjà mobilisée. Donc le Hezbollah a dès le début mobilisé pas seulement sur notre partenaire de la lutte contre Israël, mais aussi sur une base confessionnelle sectaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Rien du tout, si ce n'est qu'il est particulièrement réducteur d'identifier l'opposition syrienne à la confessionnalisation sectaire de l'appartenance musulmane. Le régime ne fait pas mieux. Il a amené des milices irakiennes, il a amené des Pakistanais. On dit, mais c'est pas vérifié, qu'il a même amené des Houthis yéménites. Hein? La centralité du problème palestinien. Non, mais ça c'est toi. Non. Moi, je modère. Non, mais il y a vraiment plusieurs façons de prendre le problème. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je rejette tous ceux qui disent la fracture qui traverse notre tissu national aujourd'hui n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe. Je dis, mais si, bien sûr. Et j'ai écrit 1000 fois quand notre Premier ministre nous disait « Nous ne devons pas importer le conflit israélo-arabe en France ». Je disais, mais mon cher ami, il y a longtemps que vous l'avez importé, mais vous avez importé une seule version. Vous avez importé massivement la lecture israélienne du conflit israélo-arabe. Et ce qui vous dérange maintenant, c'est qu'il y a Jean-Paul Chanolot qui dit des trucs un petit peu pas d'accord, pas politiquement correct. C'est que la voix palestinienne commence un tout petit peu à se faire entendre et qu'il y a des échos dans des segments de notre population sur la base d'une solidarité qui n'est pas exclusivement religieuse. On n'est pas ni toi ni moi, nous sommes musulmans, et ni vous peut-être. Hein. Oui, mais nous sommes tous là pour dire qu'il n'en est rien. Hein. Qu'il y a...
Mais bon, donc ça c'est la première façon de répondre. Oui, le conflit israélo-arabe, dans l'imaginaire des gens qui se sont radicalisés, joue un rôle important. Et moi, je ne veux pas faire une focalisation sur Olivier Roy, mais quand il dit il y a plus de Belges que d'Égyptiens ou de Palestiniens dans Daesh, je dis mais oui, mais les Égyptiens, ils ont l'ennemi proche à combattre depuis les Sinaï, et les Israéliens, ils sont mobilisés par l'ennemi proche, ils l'ont dans leur cours. Donc ils ne vont pas aller se battre sur un terrain d'opération extérieure. Mais il va de soi que dans l'imaginaire politique des gens qui se radicalisent, la dichotomie, l'incapacité de nos lumières à éclairer des deux côtés de la route, notre humanisme à géométrie variable, joue un rôle considérable. Après, il y a une autre chose. Il y a une partie des gauches arabes et françaises ont fait de l'anti-impérialisme pavlovien et ont décidé de l'anti-impérialisme pavlovien et ont décidé que l'opposition syrienne, du fait qu'elle recevait le soutien de gens aussi infréquentables que Hollande, Cameron, Obama et, last but not least, Bernard-Henri Lévy, ne pouvaient pas être fréquentables. Et ils ont gardé le vieux logiciel qui les a conduits à discréditer l'opposition syrienne parce qu'elle était soutenue par des gens infréquentables. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut affirmer. C'est pas parce que des forces politiques illégitimes ont tenté, après s'être complètement gourées sur le printemps tunisien et le printemps égyptien, de surfer le printemps libyen et le printemps syrien, que les oppositions qui ont généré, et pas le Qatar, la mobilisation protestataire en Syrie devient illégitime. Et ça, il y a une grande partie des gauches arabes comme européennes qui n'ont pas voulu changer leur logiciel et qui sont restées dans une posture. On ne peut pas soutenir des gens qui ont des amis si infréquentables que cela. Je voudrais juste dire un mot sur, parce qu'on est très proche de la fin là. Il y a pas mal d'années, on avait fait un tour de France des villes et des banlieues avec Leïla Chaïd et Michel Warschawski. Et je me souviens très bien que Leïla disait une chose toujours, il y a des gens qui lui demandaient mais pourquoi vous faites cette tournée, qu'est-ce que c'est votre objectif? Et elle disait, nous on pense qu'il faut le ta'ayush là-bas et le ta'ayush ici. C'est le vivre ensemble là-bas et ici. Et je crois qu'au fond, à la question posée tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites? Je crois que ce qu'on a dit d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que la solution n'est certainement pas dans une escalade guerrière, ni dans une escalade d'état d'urgence, avec tout ce que ça peut vouloir dire quand le Front National se balade vers les 30%. Non, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller vers des transitions politiques là-bas, qui permettent, encore une fois, à la diversité des sociétés d'être représentées au pouvoir. Et chez nous, c'est la même chose, c'est-à-dire comment faire pour que l'espèce de blocage qu'on sent depuis quelques années dans la place que prennent et que prendront de toute façon les jeunes issus de l'immigration, que ce blocage tombe et qu'on continue à, je ne sais pas s'il faut appeler ça, faut certainement pas appeler ça assimilation, peut-être faut appeler ça intégration, ça c'est grave. Mais je veux dire, il faut évidemment... Assimiler des Français. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi je ne parle pas d'assimiler, je viens de dire qu'il ne faut pas assimiler. Mais c'est pas que les jeunes issus de l'immigration, une seconde. C'est l'altérité. Une seconde. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'ai vu l'émission de Tadei où tu étais avec Alain Grèche. Moi, je crois que c'est très important que la part de jeunes issus de l'immigration qui sont doublement victimes de la crise, des discriminations, de la ghettoisation, ils aient leur place dans la société. Moi, je ne parle pas d'assimiler ni d'intégrer. Je parle de chance dans la vie, de chance d'avoir une formation, de vivre dans des conditions correctes, d'avoir un boulot, etc., etc. Et ça n'est pas encore le cas. C'est plus le cas qu'avant. Si on pense, moi, j'ai connu les bidonvilles autour de Paris, enfin, j'en ai quand même un souvenir, où les gens rasaient les murs, où je veux dire, bon, on n'est plus là, on n'est plus dans le colonial, on est encore dans le post-colonial avec toute une série de murs qu'il faut abattre. Et tant qu'on n'aura pas abattu ces murs, tant que les gens ne seront pas à égalité de chance dans la vie, on aura toujours un terreau qui sera un terreau redoutable, quoi. Je vais te donner mon exemple.
on me dit de m'intégrer. Je ne suis pas issue de la classe, je ne suis pas issue du ghetto. Je suis plutôt issue de la classe moyenne. J'ai pas eu un problème de formation. J'ai vécu les discriminations à l'école. Très perfide. Ça s'est aggravé largement depuis. Mais je l'ai vécu. L'antisémitisme, comme l'islamophobie d'ailleurs, puisqu'on ne savait pas trop. Elle est juive, elle est arabe. On ne savait pas trop, donc j'avais le droit à tout. Et on me dit aujourd'hui, c'est quand même bien, tu parles bien français, tu t'es bien intégré. Et pire, à Marseille la dernière fois, c'est bien de voir des blancs parfois. Donc c'est plus grave en fait. C'est beaucoup plus grave aujourd'hui que les ghettos, que être issu sur une ou deux générations de l'immigration. Et on ne me demande pas qui est ma mère, qui est mon père, l'histoire familiale. Non, non. Benrad, ça suffit. Et je t'assure que c'est vrai. En principe, on a fini, mais je veux pas... Non, parce que vous dites, enfin, une dame qui a parlé par rapport au problème palestinien, vous dites c'est central. Alors j'imagine que ça joue un rôle, mais c'est vrai qu'on a, par exemple, l'autre jour, j'ai parlé avec un étudiant allemand qui fait Sciences Po, enfin bref, et il me dit ça n'a rien à voir. Alors moi, j'ai pas su lui dire exactement, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la situation en Syrie et dans le nord de l'Irak, elle a pourri indépendamment du conflit israélo-palestinien, même si on peut percevoir une radicalité musulmane qui a émergé en opposition à ça. Mais je veux dire que ce qui se passe, c'est que en tout cas, l'État islamique, leur revendication, pour le moment, nous, ce qu'on entend ici, c'est vraiment gommer toute trace de civilisation non musulmane. Et donc, la démolition des ruines de Palmyre, par exemple, c'est vraiment un problème idéologique. C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils ne font pas de l'idéologie, là, je ne suis pas d'accord. Mais pour les Palestiniens, on n'entend pas de revendication quelconque. Enfin, on aimerait qu'ils nous disent voilà, voilà ce qu'on veut. Bon, même si on n'est pas d'accord, mais enfin, en tout cas, pour le moment, tout ce qu'on entend, c'est plutôt ça. Si la libération de Jérusalem fait partie des énoncés de l'État islamique récurrents, et je dirais la stigmatisation des Juifs a une signification qui est bien politique. Et qui est bien une allusion directe au conflit israélo-arabe. Et alors là, lisez Dabir, lisez Dar al-Islam, et vous verrez que oui, le conflit israélo-arabe. Mais moi, je ne parlais pas du conflit israélo-arabe dans le phénomène Daesh en Irak. Je parlais ici. Le conflit israélo-arabe, c'est la démonstration récurrente de la géométrie variable des principes républicains. C'est tout. C'est-à-dire, c'est le deux poids et deux mesures permanent. La liberté d'expression et dans le temple de la liberté d'expression de Charlie Hebdo n'empêche pas que soit vidé du jour au lendemain Siné parce qu'il a fait une plaisanterie considérée comme attentatoire au judaïsme de Sarkozy. C'est ça. Il n'a pas été tué pour autant. Pardon ? Siné n'a pas été tué pour Bah non, heureusement. Je veux dire que on est d'accord, mais alors je vais vous répondre. Alors je vais vous répondre. Parce que c'est une image qui revient souvent. C'est une image de notre cher Plantu. Plantu est celui qui légitime la version dichotomique simplificatrice du conflit israélo-arabe. Donc Plantu avait fait un dessin qui est assez important à mes yeux, où on voyait exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire quelqu'un qui est agressé par un chrétien, il voit une caricature horrible. Oh, et quelqu'un qui est agressé par un musulman, il gît par terre dans son sang. D'accord ? Il y a ceux qui manient la plume et ceux qui manient la Kalachnikov. Et moi j'ai dit, il y a un petit défaut dans ce dessin. Il me manque un petit coup de zoom arrière. Je voudrais voir passer les Rafales, les F-16 et les drones. Et si vous ne regardez pas la territorialité large, si vous oubliez que les morts, c'est nous qui avons pris l'initiative de les faire, et que vous vous concentrez sur la territorialité franco-française, oui, vous allez avoir ce genre de réaction légitime. Mais moi, je vous invite, j'étais au Yémen. Moi, j'étais au Yémen il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014, avec une dame, je dirais comme vous et moi, si j'osais, qui était une dame de gauche, elle n'avait même pas de burqa, rien du tout. Elle me dit, mais François, mes enfants, ce matin, à 10 km de là, au carrefour de Taez, ils ont entendu les drones. Ils veulent nous rendre fous. D'accord ? Mais ça, vous n'avez pas le matin le nombre de types qui ont été butés par les drones américains. On en est à 900, on approche de 1000 maintenant. D'accord ?
ceux-là, ils doivent être sur le dessin. Parce que ce n'est pas la première fois que des solidarités transnationales sur la base d'une appartenance commune se manifestent dans l'histoire de l'humanité. Nous nous sommes mobilisés pour les brigades. Les jeunes Français ont le droit d'aller casser des Palestiniens sous l'uniforme de Tsahal dans les territoires occupés, etc., etc. Des chrétiens sont partis combattre dans les pires milices libanaises pendant la guerre. Donc, si vous ne gardez pas, si vous ne faites pas ce zoom arrière à l'heure de la mondialisation, parce que d'un clic de souris, on peut les voir, les Rafales, les F-16, on peut voir leurs dégâts, on peut voir dans quel état est Gaza. Eh bien, il faut corréler les deux, et à ce moment-là, notre adversaire vous apparaîtra, moi je suis un optimiste, un petit peu moins monstrueux. Parce que si vous prononcez Buka, Buka, Buka plus souvent que Burka, 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 vous avez déjà un fil explicatif plus rationnel. Merci à Myriam, merci à François, et bonsoir.